Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. L'audace est le moteur de tout, cette disposition de l'esprit, cette force en action qui permet de surmonter les obstacles pour améliorer et transformer la société. Dans la conduite et la maîtrise du monde, l'audace n'est pas un programme. Elle nous englobe tous. Elle est une manière d'être, une attitude face à l'action. Cette année, la Cité de la Réussite vous invite à découvrir, partager ou renouer avec l'audace. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour à tous et bienvenue à l'un des premiers débats de cette seconde journée de la Cité de la Réussite. Si j'en juge au nombre de participants dans cet amphithéâtre Liard, je confirme que la plus grande des audaces, quoi qu'en disent de nombreux débats dans notre pays, c'est probablement de travailler le dimanche. Libérer l'humain dans l'entreprise et y faire entrer l'audace. Telle est la feuille de route qui nous a été confiée par la Cité de la Réussite. Vaste programme, aurait dit un homme qui, justement, a laissé son empreinte dans l'histoire grâce à son sens de l'audace. Je pense que ce programme herculéen ne vous fait aucunement peur, pas plus qu'aux intervenants que j'appellerai à me rejoindre dans un instant. Ce n'est pas d'hier que l'entreprise est le creuset des contradictions, des tensions. Jamais, pourtant, l'audace, l'autonomie et la prise d'initiative ont été autant valorisées en son sein, mais jamais, en même temps, celle-ci n'a porté aussi haut le culte du contrôle, du processus,
et du reporting, dans les deux cas au nom de la sacro-sainte performance. Nous allons essayer de dénouer cette contradiction apparente et de répondre aux questions qu'elle recouvre. L'entreprise fait-elle la part aussi belle à l'humain qu'elle le dit? Le chamboulement permanent des organisations encourage-t-il l'autonomie et l'esprit de responsabilité? Certaines organisations y sont-elles plus favorables que d'autres? Assiste-t-on vraiment à une modification des rapports d'autorité dans l'entreprise? Les jeunes, cette fameuse génération Y, bousculent-ils l'entreprise? L'humain est-il rentable? N'en demande-t-on pas trop aux managers pour contribuer à l'épanouissement de leurs collaborateurs? Les qualités demandées aux salariés pour augmenter leur fameuse employabilité, la flexibilité, la mobilité, la polyvalence, sont-elles des facteurs de libération ou bien d'aliénation? Tous les collaborateurs d'une entreprise sont-ils programmés pour être créatifs, audacieux? Et que vont faire les autres? Voilà un certain nombre de questions que nous allons essayer de traiter, plus, et c'est, j'allais dire, aussi important, toutes celles que vous allez nous poser, puisque vous savez que la tradition de la Cité de la Réussite, c'est le débat. Alors, je vais demander aux intervenants de venir me rejoindre, et j'appelle donc Éric Albert, Thierry Baril, Olivier Mathieu, François Noguet, Antoine Solon, et je vous demande de les applaudir. Alors, Éric est là, Olivier est à la droite d'Éric, Thierry est là. Voilà, vous avez tous trouvé votre place. Alors, Éric Albert est psychiatre, président de l'Institut français d'action sur le stress. Il vient de publier un livre que je vous recommande, qui est en soi-même tout un programme et qui n'est pas du tout éloigné de notre sujet. Partager le pouvoir, c'est possible. Réinventer l'entreprise avec tout de même un prudent point d'interrogation. Thierry Baril est directeur général des ressources humaines d'Airbus Group et d'Airbus. Olivier Mathieu est cofondateur et président de Price Minister, l'entreprise de la place de marché en ligne que tout le monde connaît. Lui, il vient de publier un livre, enfin, il y a un an déjà, un livre qui s'appelle « La gauche a mal à son entreprise ». C'est un livre où, d'une certaine manière, il est aussi question d'audace. François Noguet est directeur général délégué cohésion et ressources humaines du groupe SNCF et Antoine Solon est directeur international d'Ipsos Loyalty. Alors, Antoine, on va justement commencer avec vous. Votre métier à Ipsos, c'est précisément de proposer aux entreprises une batterie de programmes, de baromètres, d'enquêtes, d'études qui vont leur permettre de prendre le pouls de leurs collaborateurs, de leurs salariés, notamment dans les grands projets de transformation qu'elles conduisent. Vous avez aussi réalisé pour la Cité de la Réussite un sondage, une enquête. Que nous dit cette enquête sur notre sujet, la place de l'audace dans l'entreprise? Bonjour à tous. Bien écoutez, cette enquête, elle nous dit qu'on a encore quelques progrès à faire, mais j'imagine que c'est la raison pour laquelle on est réunis aujourd'hui. Elle dit fondamentalement, notamment, que 50% des Français, pas des salariés, mais des Français, considèrent qu'on freine l'audace en entreprise aujourd'hui. Alors, on peut lire le chiffre de deux façons, hein, mais je pense que ça résume assez bien, d'ailleurs, le sujet. Ça résume assez bien, je crois que je vous ai un peu entendu dire en introduction, parler de contradiction. Je pense qu'effectivement, ça résume assez bien cette contradiction entre, d'un côté, des entreprises qui, je crois, encouragent assez fortement l'audace ou à travers des idées de prise d'initiative, de risque, etc. C'est quand même des valeurs qui sont très, très développées, très poussées dans l'entreprise. On en parle beaucoup. Certaines même mettent l'audace en tant que telle comme une des valeurs affichées de l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui est très présent. Puis en même temps, on voit aussi que les entreprises sont soumises de plus en plus à la question clé de la maîtrise de leurs risques. Et donc là, il y a une contradiction. Et puis il y a une autre contradiction, me semble-t-il, elle aussi en entreprise, c'est entre d'un côté des salariés. On a des salariés qui aujourd'hui n'ont probablement jamais été aussi bien
ni formés, ni informés, enfin, on a une qualité finalement de notre force de travail qui est absolument incroyable. Et dans le même temps, on a des pratiques managériales qui, bien souvent, sont assez anciennes et ont beaucoup de mal à évoluer. Je pense qu'on en reparlera, mais il me semble que c'est vraiment là le cœur du sujet. C'est les managers, le rôle qu'on leur fait jouer, la représentation qu'ils ont eux-mêmes de leur rôle, la représentation que l'entreprise veut leur donner. Alors, merci beaucoup Antoine. Je vais donner maintenant successivement la parole à deux praticiens quotidiens des ressources humaines dans deux très grandes entreprises. Tout d'abord François, qui depuis bientôt 10 ans agit au sein de SNCF engagé dans des changements profonds, dans des changements même radicaux. Le dernier, mais pas le moindre, étant la fameuse réforme ferroviaire dont on a entendu beaucoup parler, dans des termes, à mon avis, vous vous seriez passé, lors du conflit social du printemps. Alors, encourager l'audace dans une entreprise à la fois aussi complexe, aux relations sociales éruptives, soumises à un statut apparemment immuable et sous contrainte publique pesante, est-ce que ça n'est pas une gageure? Et comment un directeur des ressources humaines peut se jouer de cette équation apparemment insoluble? Bonjour à tous. Moi, ce que je voudrais dire d'abord, c'est je vais surtout m'appuyer sur mon expérience personnelle, pas uniquement professionnelle en tant que DRH d'une grande entreprise, mais aussi personnelle dans ma relation à l'entreprise, qui est une organisation, comme vous l'avez dit, complexe, importante, ancienne. La SNCF, c'est une vieille dame. Donc, deux, trois considérations tirées de mon expérience. Au fond, moi, ce qui me paraît intéressant dans l'audace, dans le comportement audacieux, c'est une façon de penser les choses autrement, de regarder les choses autrement, d'avoir au fond des personnes, des individus dans l'entreprise et promouvoir finalement le développement de ces individus qui pensent autrement, qui regardent autrement les choses et donc qui sortent d'une certaine manière des moules, qui sortent de l'ADN classique de l'entreprise et qui donc du coup vont avoir un rôle contributif pour modifier cet ADN. Donc ça c'est un premier point qui est extrêmement important. Évidemment, faire preuve d'audace, donc du coup, ça veut dire qu'il faut en face de soi, et ça c'est un vrai challenge dans une entreprise comme la nôtre, qui est une ancienne entreprise, où le rôle de la sécurité est extrêmement important. Ça veut dire avoir en face de soi le sentiment que l'entreprise va avoir un regard bienveillant, tolérant, permissif, que finalement la notion de droit à l'erreur va être reconnue dans l'entreprise, qu'on peut accepter des initiatives, on peut accepter des prises de risques, et ça va se traduire dans certains cas par des échecs. Donc ça c'est un premier point et évidemment nous dans une entreprise comme la nôtre on ne peut pas s'empêcher de regarder les entrepreneurs, les start-up, des gens comme Richard Branson qui a construit son empire à partir de tas de paris et puis il se plante à un moment donné, hein, c'est le tourisme spatial, l'échec qu'il vient de connaître, bon, n'empêche il va continuer. Alors après, si j'en viens maintenant à la gestion des ressources humaines, plus que la relation avec les syndicats qui est encore quelque chose de vraiment très particulier, mais sur la question par exemple de comment on prépare les générations de dirigeants de demain, comment on prépare l'évolution des potentiels, comment on gère finalement la capacité de certains à prendre des responsabilités de plus en plus importantes dans l'entreprise. Moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement que dans l'audace, il y a je dirais, une certaine dose d'inconscience presque. Comme je crois que c'est Churchill qui disait tout le monde savait que c'était impossible, sauf lui, et c'est pour ça qu'il a réussi. Et donc, il y a cet aspect d'une certaine façon, au fond, comme je l'ai dit, de regarder les choses autrement. Et ce qui m'intéresse, c'est comment on discerne, comment finalement va s'exprimer cette audace. Alors dans l'audace, pour moi, il y a deux, trois points importants, notamment justement dans la gestion des cadres et des cadres dirigeants. C'est d'abord, bien sûr, il y a une dose de courage et de non-conformisme. Mais derrière courage et non-conformisme, souvent, j'ai remarqué que se cache aussi une dimension de simplicité, d'authenticité dans les relations avec son environnement, qui fait qu'on peut dire les choses autrement, qui fait qu'on peut avoir renouvelé les relations, et ça c'est vrai aussi bien avec la ligne hiérarchique dans une entreprise que même avec les organisations syndicales dans le cadre du dialogue social. Deuxièmement, je pense que c'est
il y a une notion de prise de risque, et donc prise de risque, ça veut dire aussi accepter de tomber, et donc savoir qu'on va devoir se relever, et ça c'est pas donné à tout le monde, ça pose la question de la relation au doute, de la relation à la confiance en soi, de la relation finalement à la peur aussi, et donc c'est un élément qu'on prend évidemment, qu'on regarde de très près. Et le troisième élément évidemment auquel moi je m'attache le plus, c'est cette notion d'audace pertinente, c'est-à-dire qu'au fond c'est l'audace qui tombe juste, qui s'adapte à un moment donné au contexte, à la capacité d'acceptation de l'organisation. Est-ce qu'il y a une dimension culturelle des entreprises qui va plus ou moins favoriser le développement de l'audace, la prise de risque? Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que SNCF est un groupe qui est prêt à agir dans l'audace, ou au contraire qu'elle a sur ce terrain un retard? Moi, je suis convaincu que l'audace, je dirais le développement de l'audace dans l'entreprise se construit, se développe de manière méthodique. Par exemple, je donne 2-3 exemples. C'est d'abord la capacité de donner la parole, de libérer la parole. Et là, le digital nous aide. Par exemple, on développe des réseaux sociaux, on développe des communautés apprenantes, et clairement, c'est un lieu de croisement d'expériences, de développement d'idées, de développement de projets. On a par exemple le plus grand réseau SNCF au féminin dans l'entreprise. On a développé le féminin qui est assez peu représenté à cette tribune, qui ne l'était pas non plus dans le débat que j'ai animé hier soir. Ça se demandait si le risque est une vertu féminine, masculine ou l'aversion au risque. Nous ne trancherons pas cette question, mais je pense qu'elle mériterait d'être posée aux organisateurs de la cité. Aujourd'hui, on a dans le sondage, c'est intéressant parce que les Français disent que c'est... Je suis d'accord, c'était un peu facile. Mais ce qui est amusant, c'est que dans le sondage, les Français tendent à dire que les hommes sont plus audacieux que les femmes. Donc... Bon, allez, oulala, nous aurions dû nous concerter. François, vous pouvez reprendre la parole après cet incident de séance. Voilà. Je voudrais aussi citer quelque chose qui est très intéressant, qui est le management des compétences, c'est-à-dire l'encouragement des salariés à aller faire par exemple du mentoring, à aller faire de l'aide à l'extérieur, et ça en finançant un certain nombre de jours de liberté pour sortir de l'entreprise et aller se confronter aussi à d'autres environnements. Donc ça, c'est la première chose, c'est libérer la parole, donner la parole. Il y a un deuxième point qui est très important, c'est croire au potentiel, et quand je dis le potentiel, c'est pas les hauts potentiels, c'est le potentiel de chaque agent, de chaque ingénieur de base, de chaque agent de maîtrise. Et ça se développe par des dispositifs du type excellence opérationnelle ou autre. On va y revenir. On va y revenir. Je vous interromps parce qu'il faut que les trois autres puissent intervenir, et puis évidemment que la salle... Merci beaucoup François. Bien, Thierry, vous êtes vous aussi au sein d'un grand groupe de nature très différente, même si le transport vous réunit l'un et l'autre, hein, parfois vous met en concurrence, à part que vous n'êtes pas de compagnie aérienne. Vous avez passé les 12 dernières années de votre vie au sein du groupe ADS, à différentes fonctions. Maintenant, vous pilotez l'ensemble de la fonction RH au niveau du groupe et au niveau d'Airbus, puisque maintenant on ne parle plus de ADS, on parle de Airbus Group. Tout le monde connaît cette entreprise, société plurinationale, ça n'est pas rien, ça n'est pas un détail. Très haut niveau de qualification pour la plupart de ses collaborateurs, de ses salariés. À la gouvernance qui n'a pas toujours été simple, et jusqu'il y a peu avec un poids important de 2 puissances publiques, de chaque côté du Rhin. Alors, comment dans une entreprise de cette nature, l'audace est-elle encouragée? De quel poids pèse-t-elle, et s'il est possible de la mesurer, dans le succès de l'entreprise? Très bien, merci, grande question. Bonjour à tous. Si la SNCF est une vieille dame, en fait Airbus est une jolie jeune femme qui a à peu près 40 ans aujourd'hui et qui fabrique de jolis avions qui, j'espère, vous contentent dans l'ensemble de vos déplacements, avec un très haut niveau de technologie, de sérieux, de conscience de la qualité et de la sécurité. C'est là que je pense qu'on se rapproche avec François du matériel ferroviaire. Le seul avantage que va avoir un avion par rapport à un train, François, je suis désolé, c'est que nous passons au-delà des océans, ce qui, bien évidemment, permet sans doute encore de faire davantage rêver. Et c'est un métier où nos salariés rêvent. En fait, il faut bien avoir à l'esprit qu'au tout départ d'Airbus, c'est une bande de pionniers qui, à un moment donné, a eu le courage et l'audace de réunir ses compétences, leurs compétences, pour pouvoir constituer aujourd'hui ce qu'est l'entreprise, qui a beaucoup grandi, puisque le groupe Airbus, c'est à peu près 140 000 personnes sur la Terre entière, avec effectivement 4 pays
cœur, qui sont la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne. Alors le poids, effectivement, des pouvoirs publics a été pendant une période très conséquent, puisqu'Airbus et l'ensemble des structures d'Airbus Group sont nés finalement de la fusion d'entreprises qui étaient connues sous le nom d'Aérospatiale, par exemple, qui était une entreprise à caractère public assez conséquent. La même chose en Allemagne avec DASA, CASA en Espagne, et puis BAE System au Royaume-Uni. Et c'est vrai que c'est un élément qui a sans doute contribué à la fois à donner des possibilités audacieuses à cette entreprise, parce que des fonds publics pour pouvoir générer de l'innovation technologique, avec une vision qui était très simple, c'était de battre Boeing. En fait, la vision d'Airbus, pendant des années, ça a été de battre Boeing. Alors depuis, c'est arrivé, où on va dire qu'aujourd'hui, nous sommes à égalité, mais c'est vrai que c'est une grande réussite, c'est une grande aventure humaine qui a été basée sur l'audace de pionniers qui sont arrivés avec cette volonté d'apporter toute leur passion, toute leur envie et toute la prise de risque qui est derrière. Et puis au fur et à mesure que l'entreprise grandissait, grossissait, par contre, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, l'audace pouvait disparaître du fait de la taille de l'organisation, du fait de la complexité des organisations et aussi du fait des guéguerres qui pouvaient exister au niveau national entre les différentes parties. Les 4 pays. Et tout le monde se souvient de l'élément qui a sans doute été le plus visuel dans le groupe, qui a été en 2006, le problème qu'on a rencontré sur la 380, lorsqu'à un moment donné, parce que les Allemands et les Français ne travaillaient pas ensemble et ne travaillaient pas avec les mêmes moyens et les mêmes outils informatiques, par exemple, les câbles de la 380 n'étaient pas connectables, ils étaient juste trop courts. Ce qui est un truc absolument incroyable dans la complexité technologique qui est la nôtre. Alors c'est le genre de choses qui ne pourrait plus arriver aujourd'hui parce que depuis, l'entreprise s'est beaucoup intégrée et jusqu'en 2006, l'entreprise ne s'était pas véritablement intégrée, ne travaillait pas comme une entreprise, une seule entreprise. Et l'audace, finalement, était celle d'un certain nombre de personnes qui n'arrivaient plus à concilier, à synergiser, si je puis dire, l'ensemble des énergies de l'entreprise. Moi, mon travail depuis 11 ans, c'est juste de libérer les énergies, de les structurer davantage, de les mettre en commun et de leur permettre de s'exprimer de manière plus organisée. En fait. Je disais tout à l'heure qu'une des caractéristiques de votre population d'entreprise, c'est quand même un niveau de qualification moyen extrêmement élevé. Comment justement on travaille cette population du point de vue de l'autonomie, de la responsabilité, de l'audace, pour reprendre le thème de notre débat, d'une manière spécifique, justement, pour tenir compte de cette caractéristique? C'est à la fois une chance et c'est en même temps un défi. Alors une chance parce qu'effectivement le niveau de qualification étant celui que nous connaissons chez nous, on a un niveau d'intelligence collective et individuelle qui est très élevé. Et ce n'est pas que l'intelligence académique, c'est aussi cette intelligence de situation par rapport à la complexité du produit qui nous occupe. En même temps, c'est un défi parce que plus vous vous adressez à un public qui justement peut apporter des innovations, peut partir un petit peu dans tous les sens, plus il faut essayer au contraire de le structurer, de l'organiser, de le formaliser, de telle façon que tout ce que l'on fait d'une manière collective ou individuelle plutôt soit bien à la fin vis-à-vis d'un but commun collectif. Ouais. L'audace en entreprise, ce n'est pas exactement l'audace sportive ou l'audace artistique. Hein. Elle est toujours encadrée. Elle est encadrée, mais c'est un élément de valeur de l'entreprise. Vous le citiez tout à l'heure en disant nous faisons partie de ces entreprises qui, en fait, aujourd'hui prônent l'agilité à tous les niveaux, l'agilité du management et notamment comme vertu principale l'audace et le sens de l'innovation, de prise de risque, d'aller de l'avant. Juste au passage, initialement, il y a 7 ans, nous avions comme valeur le mot courage. Ce qui nous a valu d'être devant un tribunal avec une organisation syndicale qui considérait que nous étions dans un pays où le courage n'était pas un élément que l'on pouvait reconnaître dans la façon d'évaluer un manager. C'est intéressant. Donc il a fallu qu'on évolue vers le mot audace, qui finalement nous va très bien, mais qui prend toujours cette notion de courage, parce que manager les humains, libérer des énergies, mettre au sein de la transformation l'humain, c'est avant tout une histoire de courage. Et je considère que l'entreprise a beaucoup évolué dans ce sens, et surtout lorsqu'elle a libéré son propre actionnariat et qu'elle est aujourd'hui en actionnariat privé en majorité. Merci Thierry. Olivier Mathieu, donc je le disais, vous avez cofondé et vous présidez toujours Price Ministère, sauf que entre 2001, l'année où vous avez créé cette entreprise, cette start-up avec Pierre Kosciusko-Morizet, et maintenant, il s'est passé un élément fondamental. Elle a cru, elle a grandi, elle a réussi et elle s'est vendue. Et elle s'est vendue à un groupe qui revêt 3 caractéristiques. C'est un groupe immense, c'est un groupe mondialisé et, last but not least, je ne sais pas le dire dans d'autres langues, il est japonais. Bon, ce qui n'est pas rien, m'avez-vous dit quand on a préparé ce débat. Alors, comment, justement, avec cette double vue de la start-up
et maintenant des responsabilités que vous exercez dans un grand groupe, on peut montrer que justement le rapport à l'audace évolue et change assez profondément en fonction de ces changements de caractéristiques. Oui, au moment où... Alors bonjour à tous, excusez-moi. Donc, on a effectivement créé PriceMister, une place de marché en l'an 2001. C'était le tout début de ce qu'on appelait la première bulle de l'Internet. Et à ce moment-là, quand on parlait d'audace, de création d'entreprise, il y avait une méfiance des médias, des milieux politiques, parce que ça a été un peu spéculatif à cette époque-là. Et ça, probablement, en réalité, un petit peu, on dit chat échaudé, craint l'eau froide. Effectivement, ça a mis un petit peu un couvercle sur les ambitions de ce secteur-là. Et finalement, la France a pris un petit peu de retard à ce moment-là. Mais bon, en tout cas, certaines des entreprises qui ont émergé dans les années fin 90, début 2000, sont devenues, pour certaines, d'assez grands champions français. Et il est vrai, avant d'en venir à Rakuten, pour réexpliquer les casquettes, moi, le moment où j'ai écrit ce livre que vous citiez, c'était finalement après l'aventure des pigeons, qui était finalement un mouvement spontané d'entrepreneurs, dont on a pu croire qu'il était uniquement fiscal, parce que c'était le déclencheur fiscal, mais c'était également la volonté pour une catégorie de personnes dont je fais partie, d'être mieux représentées sur la place publique, puisque finalement les entrepreneurs ne sont pas syndiqués, donc ils n'ont pas voix au chapitre, ils n'ont souvent pas le temps de s'exprimer. Et l'idée, c'était justement de réconcilier l'image d'entrepreneuriat avec notre thème d'ailleurs du jour, hein, qui est l'audace, avec la classe politique et également les grands groupes autour du concept d'agilité, en disant voilà, il y a une catégorie d'entreprises qui crée des emplois, qui représente plutôt un secteur d'avenir dans un pays où on a des très bonnes écoles d'ingénieurs. Et si tous les ingénieurs vont uniquement dans les grands groupes que vous représentez ou dans le secteur financier, parce que beaucoup d'ingénieurs vont également très rapidement dans le secteur financier, à la City, à Londres ou à New York, alors on va perdre l'envie d'entreprendre et l'audace chez les jeunes dès l'année de leur diplôme. Donc notre mouvement des pigeons et aujourd'hui l'association que je préside, enfin co-préside, qui s'appelle France Digital, tient à représenter les startups, la transformation numérique de la société vers l'audace. Revenons-en à notre sujet, le lien start-up grand groupe sur le critère de l'audace. Alors donc c'était dans ce cadre-là que moi justement j'avais écrit ce livre-là et qu'on avait fait ce mouvement des pigeons. Et effectivement, l'expérience d'être intégré dans un grand groupe qui est un groupe japonais qui s'appelle Rakuten et qui est l'équivalent de l'Amazon si vous voulez asiatique d'une certaine manière, un peu comme les Alibaba pour les Chinois. Ça a été intéressant parce que c'est une entreprise qui est purement numérique. Donc c'est pas finalement un grand groupe issu de l'industrie traditionnelle ou du secteur des services qui se serait transformé, qui nous aurait acheté. C'est quand même un groupe qui a été créé au moment des premières entreprises qui sont la fin des années 90. Le groupe date de 1997. C'est à peu près contemporain, à peu de choses près, de Yahoo, Amazon, eBay, Google, etc. Mais dans la version asiatique. Et donc à ce moment-là, effectivement, on a quand même l'avantage d'être intégré dans un groupe qui connaît déjà le secteur numérique et qui n'est donc pas tellement, je dirais, empêtré dans des traditions séculaires, mais qui a intégré déjà dès sa création une forme d'agilité. Donc en cela, je pense que c'est intéressant. Ensuite, ce qui est important de souligner, c'est que finalement le secteur digital a permis à des champions d'émerger très rapidement. Depuis les années 80, quand on reparle d'audace dans l'entreprise, on voit qu'il y a des entreprises qui ont émergé et qui sont devenues réellement des champions avec des capitalisations boursières qui sont parmi les plus élevées du monde. Hein. Et dans les années 80, c'était plutôt des sociétés informatiques ou logicielles, de type Microsoft ou Apple, Hewlett-Packard, etc. Et puis ensuite, fin des années 90-2000, on a eu des géants purement de l'Internet, comme eBay, Amazon, Rakuten, etc., Alibaba, début des années 2000. Et ces entreprises-là sont devenues plus grosses que beaucoup des entreprises industrielles, donc avec une agilité et une capacité à émerger et à devenir un géant mondial beaucoup plus rapidement. Par exemple, savez-vous quel est l'âge moyen des entreprises du CAC 40 en France ? L'âge moyen de l'entreprise ou des collaborateurs dans l'entreprise ? De l'entreprise. De l'entreprise ? Oh, il y en a c'est 102 ans. Voilà. D'accord. Donc probablement vous êtes la plus jeune, une des plus jeunes. Alors évidemment, on a l'exemple en France de Free, Iliad, qui est un grand groupe qui est devenu milliardaire, enfin en termes de capitalisation boursière. Mais en France, on n'a pas été capable de faire encore émerger des champions de cette taille-là. Alors qu'aux États-Unis, c'est plutôt à peu près l'inverse, c'est-à-dire que les Facebook, Google, etc. valent aujourd'hui plus cher que Air France, Peugeot, etc. En gros, nos dernières startups championnes du monde date plutôt de la fin du 19e siècle. Ce serait pour vous un symptôme que la France est quand même relativement rétive à l'audace dans ses entreprises. C'est-à-dire qu'on a du mal à transformer la société française et les grandes entreprises dont le modèle a été vertueux, hein, parce qu'encore une fois, à la fin du 19e siècle, on a une grande dépression économique, et les startups de l'époque, c'était pâté.
C'était Michelin, Peugeot, etc. Donc les secteurs industriels, la révolution industrielle, les secteurs de l'information. Mais les nouveaux secteurs, la nouvelle révolution dans laquelle on vit aujourd'hui, devrait inviter à se reposer la question des modèles économiques à l'intérieur de l'entreprise pour se demander comment on la transforme sur le plan numérique. La révolution de l'information est une réelle révolution. Alors, je repose ma question pour que vous nous donniez votre point de vue personnel sur ce que vous avez vécu, vous, pas la grande fresque française. Est-ce que vous, quand Price Minister a rejoint Rakuten, la question justement du maintien de la culture, de l'audace, de l'innovation, qui était la start-up que vous aviez créée et qui était devenue un peu plus grosse, s'est posée et dans quels termes? Comment avez-vous fait en sorte que vous ne soyez pas menacé dans votre esprit d'audace par la fusion avec un grand groupe? Ce que je vous disais, c'est que comme c'est un groupe qui est purement numérique et qui lui-même n'a à moins de 20 ans, en fait, en réalité, on est encore dans une entreprise qui a certes plus de 10 000 salariés, qui en bourse a une valeur entre 15 et 20 milliards de dollars. Donc c'est effectivement un géant. En réalité, elle est encore relativement agile de par la souplesse de son organisation et également sa ramification et son organisation. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui a de nombreuses petites filiales partout dans le monde et donc qui fonctionne comme un réseau, d'accord, avec ce qu'on appelle une agilité. Et ce mot-là, il faudra expliquer parce que c'est le plus essentiel. C'est comment est-ce que la société française, les grandes entreprises françaises peuvent s'inspirer en termes d'agilité des organisations de type numérique, qui sont souvent des organisations qu'on appelle bottom-up. Ce que fait par exemple Rakuten. Vous, la culture digitale l'emporte sur la taille. La culture digitale l'emporte sur la taille. Elle permet deux choses, mais il y a un troisième risque sans langue de bois. Elle permet d'une part d'avoir des modes d'organisation collaboratifs et participatifs. On appelait ça régulièrement le bottom-up, si vous voulez, plutôt que le top-down. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, je disais d'employer des mots anglais parce qu'ils sont très difficiles à traduire, mais nous on a une vocation qui est l'empowerment, c'est-à-dire vraiment responsabiliser les cadres à tous les niveaux, c'est-à-dire au plus près de l'information. Thierry fait remarquer que le mot n'existe pas en français et que c'est peut-être déjà un signe. C'est-à-dire que ça veut dire à la fois autonomiser, donner le pouvoir. Ça veut donner le pouvoir, donner de l'autonomie. Mais ça veut dire qu'en réalité, avec la société de l'information numérique, on peut localiser la décision à l'intérieur d'une organisation au plus près de ceux qui connaissent, ceux qui ont l'information. Et celui qui a l'information, il faut lui faire confiance et qu'il puisse prendre sa décision parce qu'il connaît mieux le sujet que probablement son manager ou son PDG. Très bien. On va y revenir. Il faut conclure maintenant. On va revenir. Il y aura plein de questions qui vous permettront de rebondir. Je voudrais finir avec Eric, qui, comme je l'ai dit, a été psychiatre, on doit l'être toujours, et président de l'Institut français d'action sur le stress. Alors, vous avez quitté la médecine il y a une vingtaine d'années pour basculer clairement et résolument dans le monde de l'entreprise. Comme l'indique le nom de votre institut, vous avez eu très tôt l'intuition que la gestion du stress serait un défi redoutable pour les directions d'entreprise. Mais au fil du temps, vous avez élargi votre territoire à la mobilisation des collaborateurs dans les phases de transformation. Alors, j'ai dit que vous veniez de publier un livre, « Partager le pouvoir, c'est possible ». N'est-on pas dans l'univers de l'injonction paradoxale, du double bid, comme on dit, dans votre corporation? Alors, sûrement, et déjà dans la représentation qu'on a de l'audace, et je voudrais revenir un peu là-dessus, je pense que je ne suis pas sûr qu'on parle nécessairement de la véritable audace dont on a besoin. Notre image collective de l'audace, c'est une image qui est complètement marquée par le héros. Qui ose ce que le commun des mortels n'ose pas, qui transgresse, qui prend des risques. Olivier est une représentation moderne du héros dans l'entreprise. Et donc l'audace est mesurée à l'aune du fait que quelqu'un fait quelque chose que les autres n'osent pas faire. Je pense qu'il faut sortir de ça, que la véritable audace, c'est l'audace qu'on a vis-à-vis de soi-même. Que chacun d'entre nous, nous avons dans notre capacité à renoncer à nos évitements, à sortir de nos zones de confort pour nous mettre dans des postures qui, d'une certaine façon, nous mettent individuellement, nous, chacun d'entre nous, en risque. Donc je crois que c'est là où du coup, si on prend cette définition de l'audace, vous verrez que les femmes sont probablement beaucoup plus audacieuses que les hommes. Ouais, alors là, gare à la démagogie, mon cher Eric, gare à la démagogie. Non, je maintiens ce que je dis. Je pense que le sondage vient d'un malentendu. On est sur un modèle de l'audace testostérone, qui est à mon avis complètement déconné. Oh là là. Première chose. Deuxième chose, la question c'est pourquoi est-ce que l'entreprise a besoin d'audace aujourd'hui? Parce que l'entreprise, son seul sujet, c'est d'être efficace.
Elle cherche à être efficace, le plus efficace possible, tous les jours. Ce qu'on cherche tous, Performante. c'est dans nos actions à être plus efficace. Pourquoi est-ce qu'on a absolument besoin d'audace aujourd'hui? Parce que ce qui se passe dans le mouvement sociétal qui est en train d'émerger et qu'on voit apparaître fait que l'entreprise n'est plus adaptée à la société dans laquelle elle vit. Ce qui est tout à fait déroutant. Et c'est très nouveau. L'entreprise, jusqu'à présent, était plutôt en avance. Là, elle a du mal. Alors, quelques exemples. Pourquoi l'entreprise a besoin d'être audacieuse? Parce que l'entreprise doit utiliser l'envie plus que la pression dans la motivation des acteurs. L'entreprise ne sait pas faire aujourd'hui. Elle sait très bien mettre la pression. Elle sait très bien mettre de la récompense quand les gens ont été performants, mais elle sait très mal susciter l'envie. Et on va voir que pour susciter l'envie, ça suppose de la part du manager beaucoup d'audace. Deuxième exemple, comment l'entreprise est capable de sortir de la performance individuelle avec la mesure de la performance individuelle, les fameux KPI, toute une série de systèmes en réalité de mise en rivalité des acteurs, avec un modèle implicite qui est on cherche à faire émerger les meilleurs parce que c'est comme ça que les dirigeants sont arrivés eux-mêmes au pouvoir, et ça se fait contre les autres, par un vrai système de performance collective. Et l'entreprise aujourd'hui est dans le double bind, dans une injonction paradoxale qui est de dire soyez collectif, mais ce qu'on mesure, c'est votre performance individuelle. Troisième exemple, comment l'entreprise est capable de passer d'un modèle dans lequel on est globalement, ce qu'on cherche, c'est des gens qui exécutent la tâche, à un vrai modèle de prise d'initiative, d'intelligence situationnelle des acteurs. Là encore, ça suppose énormément d'audace. Si on veut que les entreprises soient capables, pour rebondir sur ce que disait Olivier, d'être complètement adaptées dans le monde dans lequel elles vivent, l'audace fondamentale n'est pas forcément une audace stratégique de prendre des risques, c'est une audace interne à l'entreprise, je crois vraiment ça. Elle est managériale et elle passe en grande partie d'ailleurs par la capacité des managers et des dirigeants à accepter de perdre le contrôle. C'est extrêmement audacieux pour un dirigeant de perdre le contrôle, par exemple, de réduire le nombre de reporting. C'est extrêmement audacieux pour un dirigeant de perdre le contrôle, par exemple, de réduire le nombre de process. Pourquoi c'est audacieux? Parce que ça lui provoque beaucoup d'anxiété personnelle. Et l'audace, c'est être capable d'aller au-delà de son anxiété personnelle. C'est là-dessus, je pense, que l'entreprise a d'énormes progrès à faire et les dirigeants et les managers doivent être en permanence en vigilance par rapport à ça. Alors après, on peut développer sur comment ça se développe. On va le faire. Merci. Merci à tous les 5. Les questions vont permettre certainement d'aller très au fond de ce que je reperçois, non pas comme une contradiction, mais une forme de nuance. J'observe que, d'une certaine manière, le jugement le plus critique sur l'existant est venu de 2 acteurs qui sont relativement extérieurs, observateurs, même s'ils sont très impliqués dans la vie des entreprises, Antoine d'un côté, Éric de l'autre, et que j'ai senti un discours, j'allais dire, plus confiant, plus serein, d'une certaine manière, moins aiguisé sur les difficultés de la part des hommes qui sont aux commandes. C'est peut-être comme ça qu'ils vivent, ils ne se sont pas encore lâchés, dit Thierry. Donc, la mission... Lâchez-vous, Thierry. Donc, la mission de nos amis étudiants de Paris 1, c'est de conduire nos intervenants à se lâcher. Et la première question nous vient de monsieur... Il marque votre micro. Collez-le bien contre votre bouche. Baptiste Chassot, je suis étudiant à Paris 1. Vous l'êtes tous, je crois. Hein, voilà. Non. Non, pas tous. Bon, alors allez, posez votre question. Alors, aujourd'hui en France, les hommes politiques nous assurent que notre pays regorge de talents et de personnes audacieuses, ce que je crois. C'est vrai que quand on écoute M. Sarkozy ou M. Hollande, enfin, tous les responsables politiques, un jour ou l'autre, ils nous disent « En France, on a plein de talents, il faut savoir les exploiter, il faut leur donner une chance. » C'est vrai. Alors moi, ce que je vais vous demander un petit peu à vous tous, c'est comment est-ce qu'on peut pousser les Français à être audacieux et comment est-ce qu'on peut justement accompagner ces jeunes talents? Waouh, énorme programme. Qui veut prendre la balle? Allez, Antoine. Ouais, moi, je veux bien réagir tout de suite en disant que ce qui m'intéresse dans la question, c'est le fait de dire jeunes talents. Parce que je ne vois pas pourquoi les talents sont systématiquement jeunes.
Oui. Non, mais c'est pas, ça n'a rien de polémique, mais en même temps, je pense qu'on touche au cœur du sujet. Je pense que, paradoxalement, dans beaucoup d'entreprises, je pense que ce qu'on sait le mieux gérer, c'est les jeunes talents. Toutes les boîtes, relativement structurées, elles ont toutes des programmes d'intégration des jeunes, etc. Et en gros, on voit ça très bien dans les études. Au bout de 4-5 ans, ces gens-là n'étant plus nécessairement dans des programmes de jeunes talents, vous voyez tout de suite, par exemple, des courbes de motivation qui baissent de façon absolument dramatique. Donc ça montre bien que le problème, à mon sens, des entreprises, c'est pas de gérer les jeunes talents, c'est de gérer l'ensemble de leurs talents. Et là, on a, à mon sens, aussi des catégories qui ne sont pas forcément les bonnes. C'est-à-dire que, et je ne suis pas sûr d'avoir la solution, mais les entreprises raisonnent, d'ailleurs aussi un peu comme les instituts de sondage, à travers des catégories préconstruites, les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, ainsi de suite. Donc on sait faire quoi? On sait faire, en tant que politique, quand on fait des politiques RH, on sait faire des politiques pour les femmes, pour les jeunes, pour les seniors. Alors là, l'âge du senior, on peut en parler, parce que dans certaines boîtes, tôt. Certaines boîtes, c'est 45 ans quand même. Hein. Moi, bon, bref. Alors qu'en réalité, ce qu'on voit très bien quand on travaille à des niveaux plus individuels, c'est que finalement, deux managers de 50 ans, ils ne se ressemblent pas forcément. Ils n'ont pas forcément les mêmes attentes, les mêmes motivations, etc. Et c'est vrai pour des jeunes. Donc le vrai défi pour l'entreprise aujourd'hui, c'est d'arriver à gérer ces espèces d'attentes individuelles, de profils individuels dans toutes leurs spécificités. Et ça, c'est très compliqué, je pense, pour des DRH, par exemple. Alors, c'est très bien de donner la balle. Gilles, je peux juste très bref, parce qu'il faut que les questions puissent venir. Et puis, Thierry et François ont pris une option aussi. Apparemment, c'est Eric qui décide le rythme des réponses. Donc, non, vas-y. Il me semble juste que, pour aller très vite, que quand on arrivera dans notre société à accepter l'idée que échouer est normal, voire indispensable. Et les États-Unis font ça très bien avec le fail.com, je ne sais pas si vous connaissez ça, ce grand événement autour des échecs. Je pense qu'on va libérer un peu d'audace. Alors, point de vue de deux praticiens, mais je vais vous demander à tous de répondre beaucoup plus brièvement pour que vous puissiez répondre à une question et qu'il y ait quand même plusieurs questions. Ouais, moi, juste trois idées. C'est d'abord, les talents, c'est extrêmement varié, c'est extrêmement pour développer, par exemple, l'entrepreneuriat d'entreprise, c'est pas le même talent que pour manager des équipes, des directions de 10 000 personnes. C'est pas le même type de compétences. Moi, il y a une chose qu'on essaie de faire dans l'entreprise, c'est de diversifier le recrutement et d'apprendre à recruter des gens qui ont déjà une expérience professionnelle. J'ai constaté que, paradoxalement, le fait d'embaucher des jeunes sortis fraîchement émolus de l'entreprise, dans une entreprise, ça ne vaut que pour une entreprise comme la mienne, on se met plus rapidement dans le moule de l'entreprise quand on débute sans expérience professionnelle que quand on débute avec une expérience professionnelle, parce que finalement, on va amener son expérience professionnelle, ses antécédents pour faire bouger les choses. Et puis deuxièmement, je pense que, en fait, il faut aussi, je rebondis sur ce qui a été dit sur l'échec, accepter de lancer des projets dans lesquels on sait qu'on va mettre des ressources financières et qu'on peut échouer, qu'on peut se planter. On a des incubateurs, on s'est lancé Idébus, Wigo, on se lance dans l'autopartage. On sait très bien que sur tous ces projets, il y en a qui ne vont pas marcher et qu'à un moment donné, il faudra retirer nos billes, mais c'est pas grave. Je pense que, alors c'est pas grave, sauf qu'il y a certains dirigeants pour qui c'est grave et qui ne rentrent pas dans cette logique-là. Et si on veut progresser, c'est évidemment rentrer dans cette logique-là et dire on va lancer 6, 7, 8 projets, il y en a probablement 2, 3 qui vont se planter, sur lesquels on perdra notre mise, mais je pense que c'est comme ça qu'on avance. Thierry ? Oui, rapidement, je vais rebondir sur cette question, mais aussi sur ce que disait Eric. Première chose, bien sûr qu'on a plein de talents, à tout âge d'ailleurs, prêts à relever les défis qui sont les nôtres, et qui sont pleins d'énergie, pleins de bonne volonté. Le problème, c'est que les grosses organisations les écrasent, en fait. Tout simplement, on a une grosse difficulté à pouvoir capter l'ensemble de ces volontés individuelles et humaines pour essayer de prendre ces innovations, ces envies d'aller au-delà, ces envies audacieuses, cette prise de courage. Pourquoi ? Parce que finalement, dans les modes d'organisation anciens, le système est organisé par silos.
Quand on parle des jeunes talents, ils sont aussi les bienvenus parce que ce sont eux aujourd'hui qui sont en train de nous donner ce niveau d'agilité. Qui vous bousculent en fait. Et qui bousculent en fait le système. Pas simplement au travers simplement des réseaux sociaux, mais ils sont beaucoup plus collectivistes dans leur façon d'intervenir. Ils cherchent du projet, du travail d'équipe, cette volonté. Il faut se méfier avec le mot collectiviste. Ça n'a jamais été porteur d'une très grande performance. Mais enfin, on se comprend. Mais on se comprend, c'est pas le bon terme, mais en tous les cas, ils sont pour le collectif. D'accord. Là où on va avoir dans des organisations qui sont plus anciennes, sur des gens un peu plus anciens dans l'organisation, finalement la volonté de protéger, de sécuriser, de surtout pas se mettre hors de cette zone de confort que vous citiez. Nous, notre boulot, encore une fois, c'est de s'assurer que les gens soient engagés dans l'action. Donc c'est pas de créer du stress, c'est tout le contraire, c'est de donner la possibilité, au travers de toutes les plateformes possibles de l'entreprise, de pouvoir s'exprimer, faire avancer les choses, prendre des risques. Et être jugé dans la prise de risque et donc accepter que de temps Si vous voulez, en moi temps, il y ait traditionnellement, des je trouve échecs. que la Il y a France des est un échecs. pays corporatiste, c'est-à-dire qu'en gros, en général, dans les grands groupes et dans les administrations, on favorise la carrière de ceux qui prennent le moins de risques possible. Il faut comprendre ça. Ce qui veut dire que moi, pour répondre à votre question, je dirais qu'il faudrait effectivement aller dans ce que vous disiez, l'intrapreneuriat ou favoriser la création d'entreprises qui permet de redonner un petit peu la liberté de l'autonomie indépendamment des corporatistes qui existent, qui viennent parfois des grandes écoles, qui viennent parfois des grands groupes, etc. C'est un pays colbertiste. De Gaulle aussi a favorisé les grands groupes et vous en faites partie. C'est-à-dire que ces grands groupes ont été des champions, mais aujourd'hui, ils ont perdu cette agilité. Et moi, je suis assez anti-grand groupe. Je ne veux pas trop vous provoquer, mais j'aurais plusieurs arguments là-dessus. Oui, mais je attendez, crois pas tellement à l'agilité des grands groupes. Olivier, ce que j'entends en filigrane dans ce que disait François à l'instant, c'est que même SNCF, qui semble la quintessence de l'organisation immuable, ancienne, structurée à l'ancienne, etc., elle est en train, ce que j'entends, de générer la propre contestation de sa propre organisation en son sein. Alors, c'est qu'on n'a pas le choix. Oui, mais c'est peut-être une réponse à Olivier. Hein. Enfin, je ne suis pas chargé de défendre SNCF. Je peux dire juste il est bien assez grand pour se défendre tout seul. Je peux dire juste non, un petit non, mot, non, Gilles, non, non, mais on si, arrête, si. parce que Mais sinon, ils ne vont pas poser de questions. Ils sont là pour ça. Ils ont travaillé des jours et des jours pour ça. Allez, mademoiselle. Je confirme, on a travaillé beaucoup sur ces questions. Voilà. Et puis, on avait hâte d'entendre une voix féminine. Oui, on est deux. Ça marche toujours, hein. Incroyable. C'est les supporters. Bonjour à tous. Clémence Denis en master en ergonomie. Voilà, j'aurais une question à poser à François Noguet. Alors qu'aujourd'hui, les systèmes d'évaluation sont largement remis en question et critiqués, une refonte des systèmes d'évaluation dans l'entreprise ne serait-il pas une preuve d'audace de l'entreprise et ne permettrait pas de libérer enfin les collaborateurs ? Très bonne question. Oui, c'est une bonne question parce que, au fond, par exemple, je parlais des dirigeants tout à l'heure. Moi, je suis convaincu qu'on doit développer les dispositifs d'évaluation, d'auto-évaluation des managers qui aujourd'hui sont relativement classiques. C'est basé sur un EIA. On fixe des objectifs. Ces objectifs, EIA, les entretiens individuels annuels. Donc on fixe des objectifs. Ces objectifs, c'est basé sur les évolutions, les résultats financiers de la boîte, de la branche. C'est fixé, c'est basé sur des résultats individuels. Mais ça n'est pas basé sur, au fond, le comportement que j'ai dans l'entreprise, la posture que j'ai dans l'entreprise, ma capacité, ou assez faiblement, sur ma capacité à faire évoluer les choses, et au fond, la capacité à me remettre en question en tant que dirigeant. Et ça, c'est un peu ce que disait Thierry. C'est-à-dire, plus on monte dans la hiérarchie, et moins on a tendance à se remettre en question, et plus on a tendance à protéger les modes de fonctionnement existants. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, je pense que des dispositifs du type 180 degrés, 360 degrés, assessment sont pour moi, c'est des choses qui sont vraiment à développer. C'est pas à développer pour simplement dire on va sélectionner les meilleurs. Bon, ça peut faire partie de l'objectif, mais c'est surtout pour repérer un certain nombre de qualités, ces qualités qu'on a évoquées, du type par exemple capacité d'entreprendre, et c'est aussi pour conduire les gens qui sont en responsabilité à se remettre en question. Et on se remet, vous savez que le 360 degrés, c'est quelque chose qui est assez redoutable si c'est bien fait, parce que vous réunissez le regard de vos collaborateurs, de vos pairs, de vos responsables hiérarchiques, et ensuite vous avez qui s'expriment de manière anonyme ou pas anonyme sur la vision qu'ils ont de vous-même, et c'est ce type d'exercice qu'il faut développer dans l'entreprise. Thierry, juste un mot. Juste un mot, oui, très rapide.
Chez Airbus, on a donc une population d'ingénieurs très importante. Et je suis désolé pour les ingénieurs dans la salle, ne le prenez pas mal, mais on ne peut pas dire qu'ils soient équipés spontanément toujours avec les capteurs sensoriels humains qui sont nécessaires dans une entreprise. Bon, il avait promis de se lâcher, ça commence. Premier élément. Deuxième élément, pour répondre à votre question, c'est vrai que depuis maintenant 5 ans, chez Airbus, on a décidé de revoir notre système d'évaluation et on a intégré beaucoup de soft. Alors c'est pareil, en français, ça ne rend pas du doux. Mais du doux, c'est quoi? C'est cette capacité de prendre en compte le niveau humain dans la vie de tous les jours dans l'entreprise. Donc on a 2 démarches pratiques. L'une qui est de mesurer le niveau d'engagement des salariés, pas la satisfaction, parce que la satisfaction c'est facile à mesurer. Le niveau d'engagement, c'est ce bien-être dans l'entreprise qui fait qu'on a envie de pousser tous les jours les montagnes, de se sentir avec un maximum d'énergie et de dynamisme. Tous les 2 ans, donc on mesure le niveau d'engagement et les managers, au regard des résultats de leur équipe, sont jugés. Avec des outils que fabrique Antoine, non Alors, c'est pas Ipsos. C'est pas Ipsos. Pas de chance, on a perdu l'appel d'offres. Alors, non. Vous aurez le prochain. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que Laurence Parisot m'a appelé en me disant je ne peux pas le faire compte tenu de toutes les contraintes. Et Laurence Parisot, c'est l'IFOP. Ah oui, attention. Oh là là, Là, je pense que là, on s'enfonce. Allez, enchaînez. Il l'a relevé. Bon, deuxième chose, par rapport aux 360 degrés qui étaient évoqués, on mesure aussi tous les 18 mois nos leaders sur un certain nombre de capacités soft en tant que leader. C'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui n'ont pas cette capacité-là d'intégrer le niveau humain dans la prise de décision, y compris d'ailleurs les sujets d'ergonomie, c'est-à-dire d'emplacement d'un poste de travail, de conditions de l'environnement de travail, vont avoir une évaluation qui sera bien plus mauvaise que ce qu'elle n'était en fait dans le passé. Éric, j'ai une question insolente, pas pour vous, mais pour François et Thierry. Est-ce que tout ce qu'ils viennent de décrire, c'est pas une couche de plus dans les process, dans les outils, dans la mesure ? Non, je crois que justement, ce qui est très intéressant qu'ils disent l'un et l'autre, c'est en gros, il faut qu'on fasse monter la dimension comportementale des managers. Et que la dimension comportementale des managers devient de plus en plus déterminante dans son évaluation. Hein, c'est ce que j'entends qu'ils disent l'un et l'autre. Et ce qui est certain, c'est que dans une entreprise, plus on est capable d'agir, d'avoir une influence collective sur les comportements des acteurs, moins on a besoin de process. Parce qu'à la fin des fins, le vrai sujet, c'est qu'est-ce qui fait que j'ai confiance dans quelqu'un? Qu'est-ce qui fait? Et alors, plus l'entreprise est grande, plus je dois avoir confiance dans quelqu'un qui m'est éloigné. Et je peux avoir confiance dans quelqu'un si j'ai l'impression qu'il a les mêmes valeurs, les mêmes états d'esprit et qu'il va adopter des comportements qui sont en lien avec une culture qui est la culture de l'entreprise. Si je pense qu'il ne va pas adopter ces comportements en lien avec la culture, eh bien, je vais lui mettre des règles, ce qu'on appelle des process, c'est toute une série de règles. Si alors, s'il se passe ça, tu fais ça, s'il fait ça. Donc si je veux enlever les process et libérer, je vais devoir avoir une action sur les comportements beaucoup plus présente qu'on l'a aujourd'hui, non pas au sens formater les comportements, mais au sens état d'esprit collectif d'une culture commune dont on est sûr que les acteurs la partagent. Allez, une question. Je voudrais que l'auditoire non étudiant commence à se préparer pour les questions qu'il a envie de poser et les micros circuleront, ce qui ne nous empêchera évidemment pas de revenir au panel étudiant aussi en cours de route. Monsieur. Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël Coulon, je suis étudiant en master à ESCP Europe, une école de commerce, mais j'ai fait une licence de philosophie à la Sorbonne aussi. Donc, vous êtes chez vous ici en fait? Un peu. J'aimerais simplement revenir à la question de la représentation de l'audace, parce que c'est important de savoir ce dont on parle. Et vous demander si, au final, dans la grande entreprise, ça n'était pas un peu une démarche hypocrite de prôner un dépassement de soi, une libération de l'humain qui rappellerait un peu l'hubris grec. Là, c'est l'étudiant philosophe qui parle. On avait remarqué, merci. En me faisant aussi un peu l'avocat du diable. Et d'où ma deuxième question, est-ce que finalement, et qui s'adresse plutôt à M. Mathieu, est-ce que finalement la vraie audace, celle dont parlait M. Albert, on ne la trouve pas aujourd'hui uniquement dans les startups, dans l'entrepreneuriat et dans toutes ces initiatives où voilà, les gens prennent des initiatives, etc., ne serait-ce que parce qu'elles ne sont pas suggérées par un supérieur hiérarchique? Deux très bonnes questions. Alors, Olivier, la seconde, et puis ensuite, sur la dimension peut-être hypocrite de cette injonction à l'audace. Disons que je me méfie, moi, du fait que les entrepreneurs puissent devenir systématiquement
des exemples et pouvoir donner des leçons à tout le monde, parce que les entrepreneurs, ils ont aussi beaucoup de défauts. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on arrive à réconcilier le collectif d'une manière générale. Donc, dans un grand groupe, c'est compliqué d'aller tous dans la même direction. Et puis, l'initiative individuelle, l'audace, le courage, etc. Et quand vous aviez parlé, Eric, tout à l'heure, de dire l'audace, c'est aussi se remettre en question soi-même, l'audace individuelle, je suis d'accord avec vous, bien entendu, mais je me demande comment est-ce qu'on peut, plutôt, à l'intérieur d'un grand groupe, recréer un élan disons, d'audace collective. Car, encore une fois, quand je disais que j'étais très anti-grand groupe, c'est que je pense qu'effectivement, en allant dans votre direction, il y a une forme d'hypocrisie, parce que malgré tout, je pense que le grand groupe, malgré tout ce qu'on peut faire et mettre en place comme process, est déresponsabilisant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à l'intérieur d'une grande administration, d'une grande entreprise, etc., il y aura toujours, je dis sans langue de bois, un peu avec mon langage entrepreneur, mais il y aura des gens planqués derrière leur ordinateur qui vont faire le minimum d'horaire, qui vont plutôt venir finalement travailler, je dirais, pour gagner leur salaire, mais pas pour se dépasser, pas complètement s'épanouir. Or, on est quand même dans une société dont le droit du travail a probablement été, on l'a laissé dériver parce qu'il est issu d'une vision du travail, de la pénibilité du travail qui date plutôt de la révolution industrielle. Et aujourd'hui, il me semble qu'il faut revenir dans les industries de services qui vont créer des nouveaux emplois avec le numérique dont je parlais tout à l'heure, à des formes d'organisation qui seront plutôt éclatées, qui vont être, où les corps intermédiaires, si vous voulez, entre l'entreprise et l'individu vont être moins nombreux, de façon à se mettre plus près de la décision. Antoine, la question posée là, elle pose aussi la place de l'entreprise dans la société et la façon dont la société française, dans son ensemble, qui est composée évidemment beaucoup de salariés d'entreprise, mais qui sont aussi pas toujours salariés, qui sont aussi citoyens. Quel est le regard que la société porte sur l'entreprise aujourd'hui en France? Il est sévère, il est bienveillant, il est partagé, assez critique d'un côté, et en même temps, c'est probablement un des derniers lieux où les gens vivent au quotidien, s'épanouissent, créent, etc. Donc c'est un regard très partagé. Mais moi, je ne suis pas trop d'accord avec l'opposition petite entreprise, grande entreprise. Je trouve que les grandes entreprises, on parle ici de la SNCF, on pourrait parler de la Poste, on pourrait parler de ces entreprises un peu là, anciennes, publiques, machin. Elles ont énormément évolué. Enfin, je pense que là, on se met totalement le doigt dans l'œil en les présentant comme des vieilles dames un peu inertes. Ouais. Ce sont des boîtes qui ont évolué de façon incroyable. Et je pense que c'est pas du tout hypocrite le fait de dire il faut être audacieux ou vouloir mettre l'audace en tant que valeur. C'est une contrainte pour toutes les entreprises. C'est une obligation aujourd'hui. Je veux dire, les boîtes sont... La grande révolution, on l'a dit un peu dans le débat, ce qui s'est passé sur les 50 dernières années, c'est que les entreprises ont perdu le contrôle de leur environnement et parfois même de leurs organisations. Elles luttent, elles font du reporting parce qu'elles ont besoin d'essayer désespérément de se rassurer, comme disait Eric. Se rassurer, de contrôler quelque chose. La réalité, c'est qu'elles ont probablement déjà perdu la bataille et qu'elles ont perdu prise sur leur environnement. Et c'est peut-être une bonne nouvelle. Et c'est peut-être une bonne nouvelle. Okay. Et elles ont besoin de l'audace, justement, parce qu'elles ont besoin de leurs hommes, beaucoup plus qu'avant. François, un petit mot. Ensuite, Eric, et encore après une question qui se profile là-bas. Ouais, juste pour dire que l'audace ou la capacité de création, c'est juste pas de l'hypocrisie, c'est quelque chose qui est vital, qui est vital compte tenu de nos marchés, compte tenu de la diversification de nos activités, compte tenu que nos clients, que ce soit des autorités organisatrices, que ce soit des chargeurs fret, que ce soit des clients en Asie. Aujourd'hui, on est un groupe de 250 000 personnes qui fait 25%, 30% de son chiffre à l'export, et qui d'ailleurs développe ses activités essentiellement hors de France, soit des concessions de transport public, soit dans des activités commerciales de logistique. Et là, on a besoin de plus en plus de personnes autonomes, de personnes isolées, de personnes devant prendre des responsabilités dans des environnements qui sont extrêmement différents à l'intérieur du groupe. Et ce que je dis là pour ces activités qui sont pas les activités ferroviaires historiques, c'est aussi vrai pour les activités ferroviaires historiques, parce que de plus en plus, nous, une des conditions de survie, c'est la décentralisation du groupe, c'est-à-dire de faire en sorte que des managers, des jeunes managers par exemple, qui se retrouvent très vite avec des responsabilités de 200, 300 personnes à diriger une ligne de RER ou à diriger un établissement d'entretien du matériel, sont des gens qui doivent prendre des responsabilités, qui sont confrontés à des injonctions souvent contradictoires, c'est vrai,
des grandes organisations, mais ce qui fait la différence en matière d'efficacité, c'est leur capacité à prendre des responsabilités, à prioriser les priorités, les responsabilités, et à prendre des décisions. Éric, un petit mot, mais très bref, parce qu'il y a le boss de la Cité de la Réussite qui est là-haut, et s'il voit qu'il n'y a pas assez de temps réservé aux questions, je vais me faire engueuler à la sortie. Donc, réponse courte, de plus en plus courte, parce qu'il ne nous reste qu'une seule demi-heure, et il y a plein de questions à poser. Deux petits points par rapport à ce que vient de dire Olivier, un point qui m'afflige, et puis un point d'accord avec lui. Quand Olivier dit il y aura toujours des gens qui seront des ronds de cuir et qui feront rien, il renonce à donner envie. Et moi, je pense que le dirigeant ne doit jamais renoncer à donner envie. Je ne crois pas. Je pense que le ressort, on peut le trouver chez tout le monde. La deuxième chose sur laquelle je suis d'accord, et un petit exemple par rapport à ça, dans les grands groupes, beaucoup de grands groupes aujourd'hui pensent que l'unité qui fonctionne pour que les gens soient responsabilisés, qu'ils aient de l'initiative, etc., et qui fonctionne en collectif, ne doit pas dépasser 200 personnes. Et l'exemple, c'est Gore-Tex, qui est un groupe de chimie, et qui a partout dans le monde des entités, mais jamais plus de 200 personnes, et dans lequel on évalue la performance des acteurs à leur contribution au collectif. Très bon exemple. Allez, il y a plein de mains qui se lèvent. Voilà. Question courte, réponse Moi, j'ai un courte. micro. Voilà, je peux poser la question donc. Mais madame aussi, et comme vous êtes un galant homme, c'est la dame qui la posera en premier. Allez-y, mais vous la poserez ensuite, vous en faites pas. Madame. Bonjour, je m'appelle Dominique Lévy, je dirige Ipsos en France, je ne suis pas Laurence Parisot. Antoine, il faudra qu'on se parle de 2-3 trucs sur les hommes, les femmes, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Je vous écoute depuis tout à l'heure et on parlait de l'âge des entreprises du CAC 40. Nous fréquentons, de par notre métier, un certain nombre de dirigeants. Je suis frappée de l'homogénéité de leur génération, de leur formation et du fait que, pour l'essentiel, ils ont été formés à travers des systèmes de sélection par la compétition. La compétition par essence individuelle. Et j'ai une question assez simple, peut-être pour vous, Monsieur Albert. Est-ce que la compétition et l'audace sont compatibles ? Alors, en tout cas, vous avez raison, hein, la compétition, c'est rentrer dans un moule. Et donc, c'est rester le plus possible dans un moule, refuser à tout prix l'échec, parce que dans ce modèle-là. Et puis, ce qui est terrible dans ce que vous dites, c'est qu'une fois qu'on est arrivé à ce modèle-là, on pense que c'est le bon, parce que c'est ce qui vous a fait réussir vous, et donc on le reproduit. Et donc, le problème qu'on a avec les dirigeants actuels, c'est que comme ils sont montés comme ça, ils ont la conviction qu'il n'y a que comme ça qu'on peut reproduire un modèle efficace. Et là, c'est absolument terrible. Très bien. Approbation là. Si je puis me permettre juste un mot là-dessus, on a quand même besoin d'avoir des compétiteurs parce qu'on se bat face à des entreprises qui ne sont pas des enfants de cœur. Je citais Boeing tout à l'heure, c'est une grande entreprise qui a en plus beaucoup d'avantages par rapport à la nôtre. Donc il faut des compétiteurs, mais là où vous avez raison, c'est qu'on essaye de transférer cette énergie de compétiteur en émulateur à l'interne. La compétition, ça peut être aussi l'esprit d'équipe. Monsieur. Oui. Allez, c'est votre tour. Bonjour, je m'appelle Jean et déjà je vous dis merci pour nous parler avec les langues déliées, ce qui est assez rare en entreprise en général et ce qui suscite pas mal de défiance, de méfiance face au discours qui est apporté par les top managers notamment. On est de moins en moins nombreux à les croire quand ils nous disent quelque chose. Et ma question pose sur justement cette communication des top managers, même si elle est top-bottom, je ne sais pas si on a le droit de le dire. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette langue de boîte ? Oh, excellent, bravo. Bon, ça rejoint ce que disait notre étudiant philosophe tout à l'heure, hein, sur l'addition, il disait hypocrisie, mais derrière ça, il y avait le caractère formaté du langage corporate, du langage d'entreprise, les valeurs, la mission statement, etc., etc. Comment on change une organisation en changeant aussi son langage et sa communication ? Moi, j'ai un petit élément de réponse là-dessus qui passe Olivier. par les réseaux sociaux, en fait, à mon avis. D'ailleurs, quelqu'un qui faisait remarquer que j'étais le seul à tweeter pendant le débat en ce moment, chef d'entreprise. Bon, donc, c'est une question de... Et blanc pour les autres. Non, nous, il y en a d'autres qui tweetent pour nous. Voilà. C'est ça, la différence. Ah, ça, donc, on est beaucoup plus concentrés dans le débat, quoi, en fait. Oh là là. Non, parce que... Pas très bonne ambiance, je trouve, sur cette scène. Hein. Moi, je trouve que
C'est bien, c'est un peu agité. Non, en réalité, parce que la question se posait sur les chefs d'entreprise, on les croit plus, etc. Moi, je pense que justement, les réseaux sociaux vont libérer la parole aussi des chefs d'entreprise. Nous, avec France Digital, on essaie de convaincre aussi tous les patrons du MEDEF, etc., de devenir des tweeters, d'être sur Facebook, etc. Et donc d'avoir une parole et de séparer un petit peu, de casser la muraille de Chine qu'il y a entre la prise de parole corporate et les individus qui dirigent l'entreprise pour retrouver plus de liberté. Ce qui est vrai dans les médias, petit à petit, les journalistes l'ont compris, c'est-à-dire qu'ils s'expriment en leur nom propre et pas forcément au nom de leurs médias de manière officielle, et ils peuvent du coup bâtir une stratégie personnelle de communication avec un débat individuel, avec des gens qui s'adressent à eux directement. C'est vrai avec des salariés de l'entreprise, c'est vrai avec des auditeurs ou avec des clients ou avec des citoyens. Oui, un petit mot, sans que ça soit du tout provoquant, mais nous avons des organisations avec des services de communication, avec des structures corporate, qui finalement nous cadrent dans la communication. Dans ce type de rencontre... C'est le problème qui a été soulevé, justement. Donc il faut l'accepter. C'est-à-dire que dans une grande entreprise, on représente aussi l'entreprise, et c'est vrai qu'il y a aussi un certain nombre d'éléments qui peuvent être communiqués en tant que tels ou pas. En même temps, quand on vous rencontre, quand on est à l'extérieur, on l'est de plus en plus. Quand on tweet, j'ai moi-même un compte Twitter, on s'exprime de plus en plus en notre nom propre, en faisant quand même attention à ce qu'on peut raconter pour protéger l'entreprise. Mais je crois qu'il y a de la part des dirigeants de plus en plus cette volonté de s'exposer, je vais utiliser volontairement ce terme, et de finalement prendre un engagement. Lorsque l'on dit, pour répondre à la première question, oui, il y a plein de gens qui ont des talents, oui, on a cette volonté d'être tous des entrepreneurs, non, la France n'est pas un pays qui va générer et susciter cette volonté d'être entrepreneur, on se lâche. Il y a encore des années, dire ce genre de choses de la part d'un grand groupe était quelque chose qui était complètement prohibé. Monsieur. Bonjour, Alexis Koumetat. J'ai une question sur la capacité des entreprises à se transformer justement pour développer l'audace. Est-ce qu'on est sur le modèle, peut être sur le modèle d'Olivier Mathieu qui dit de toute façon c'est l'entreprise digitale, c'est les petites boîtes réactives, agiles, et donc en gros la SNCF va continuer à faire rouler des trains, mais nous on va vendre les billets, on va vendre les services, et c'est comme ça. Est-ce qu'on est sur le modèle de François Noguet, peut-être sur Airbus, qui dit nous on va développer en interne, y compris la contestation dans des filiales, mais qui restent quand même dans le groupe, et donc avec le risque qui est que les gens qui sont en filiale, ils sont perçus comme des étrangers, voire comme des traîtres par le grand corps? Ou est-ce qu'on est sur des modèles qu'évoquait Carlos Ghosn hier pour Renault, qui disait nous, on est en train d'essayer d'ouvrir l'entreprise en travaillant avec des startups qui nous obligent à bouger et à changer nos comportements à l'interne. Start-up extérieure à l'entreprise, pour le coup. Extérieur. Est-ce qu'on est Allez, François, elle est pour vous, cette question. En fait, c'est les deux dernières options, c'est-à-dire c'est de toute façon changer. Dans un groupe comme le nôtre, ça, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de diversité à l'intérieur du groupe. Hein. Il y a une maison mère, mais après, il y a beaucoup de sociétés filiales qui ne fonctionnent pas suivant les mêmes normes que l'entreprise historique. Et plus on développe des start-up, et plus il faut sortir des modes de fonctionnement traditionnels, mais en même temps, il faut changer le cœur de l'entreprise. Parce qu'on ne peut pas imaginer que le cœur de l'entreprise, il va rester continuellement à fonctionner comme il y a 20 ans, comme il y a 30 ans. Et donc, c'est à la fois travailler avec des partenaires qui vont apporter, ou avec des individus qui vont apporter du changement dans l'entreprise. Moi, je le redis, pour moi, c'est extrêmement important quand on embauche des jeunes, par exemple, de privilégier l'embauche de jeunes qui ont 4, 5, 6 ans d'expérience parce qu'ils ont eu un regard différent, ou des managers qui viennent, par exemple, au niveau des dirigeants aujourd'hui, beaucoup de dirigeants de l'entreprise viennent en fait d'autres environnements que le ferroviaire et apportent leur expérience et transforment l'entreprise. Et puis, en même temps, ça passe par des partenariats, par des pépinières d'incubateurs, par tout ce type d'actions. Et ça demande, je dirais, un développement permanent, des initiatives permanentes, des impulsions venant aussi de la direction de l'entreprise, parce que c'est pas naturel encore. Donc, on voit la complexité de ce pilotage, hein, la façon dont vous l'écrivez. Oui, bonjour, Erwan Rohou, je suis chargé d'affaires Eurostar à la direction voyage de SNCF. Ah, on est en famille. Voilà. Je me présente comme étant 21 ans d'audace étouffée au sein de l'entreprise. et pourtant, je l'aime, mon entreprise. Mais voilà, donc je reviens quand même sur le sujet de l'hypocrisie. Je voudrais savoir, c'est sous une autre forme, je voudrais savoir si finalement, c'est pas un effet de mode, si ça fait pas bien de dire que les entreprises ont de l'audace. Les exemples que j'ai en tête et que j'ai écoutés hier, ce matin, sont des exemples de l'audace des grands chefs, surtout. Voilà. Donc ma question, c'est est-ce que c'est un effet de mode? Et si c'en est pas un, quand est-ce qu'on s'y met? Merci. Bon.
C'est un dialogue très interne. François, un petit mot, mais je ne voudrais pas que le débat tourne à des questions individuelles. Mais Oui, vous pouvez quand même répondre. Non, mais Eurostar est vraiment un exemple de quelque chose qui s'est développé comme voyagesncf.com et qui est parti au début d'un pari qui a été fait et qui a suscité de très gros moyens industriels. Et je dirais qu'Eurostar, comme voyagesncf.com, sont des entreprises qui sont parties de peu au départ et qui aujourd'hui sont finalement sont des entreprises qui pèsent 1 milliard d'euros. Alors évidemment, quand on rentre dans ce type de taille, à ce moment-là, on commence à se heurter à ce que vous appelez l'étouffement des grandes organisations. Et c'est d'autant plus difficile pour des gens qui ont vécu le début et le lancement de ces organisations. Antoine, un mot ? Oui, juste un mot. Je pense que ça pose aussi la question de la visibilité de la transformation. Quand on est, comme vous, dans une direction quelconque de la SNCF ou qu'on est dans un grand groupe, c'est compliqué au niveau de l'individu lui-même de percevoir à la fois l'ampleur des transformations et puis le temps que ça prend. Et la complexité. Et ça pose du coup, et la complexité. Et donc ça pose quand même du coup la question de comment finalement on arrive à parler de cette transformation, comment on arrive à communiquer avec les salariés autour de ces sujets-là. La question du récit. Absolument. Alors, il y a plein de questions. Je voudrais qu'un étudiant reprenne la parole pour pas qu'on les oublie. Et puis ensuite, on remontera. Il y a dans les gradins des personnes qui lèvent la main. C'est pas parce qu'il y a une petite barrière entre nous qu'ils n'ont pas le droit à la parole. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Beaumont Pesquier, je suis étudiant à l'ESSEC. J'avais une question plutôt pour Olivier Mathieu. Ouais. Donc, par exemple, en France, en ce moment, on parle de Criteo, de Price Minister, de vente privée, de Free, de Blablacar, sinon et aussi de Numéricable récemment. Donc, je voulais savoir, j'ai l'impression plutôt que les exemples d'agilité sont hyper nombreux en France. Et donc, quelles sont vos propositions pour libérer l'audace qu'on voit tous les jours plutôt dans la presse au sein des petites entreprises, et après plutôt pour Eric Albert au sein des grandes entreprises? Votre question, c'est comment est-ce qu'on fait pour libérer l'audace, oui. mais à quel endroit? Parce qu'en réalité, moi, je pense que globalement, aujourd'hui, la France est un pays, je pense que ce sera peut-être confirmé quand même par un certain nombre de panels et d'études, un pays dans lequel on manque de confiance en soi, de confiance dans le pays, mais aussi individuelle, et puis dans son entreprise, etc. Donc, du même coup, il faut, à mon avis, ce serait un trop long débat, il faudrait reconstruire un programme politique entièrement basé sur l'audace. Moi, j'aime beaucoup l'audace et la thématique de la Cité de la Réussite cette année, mais en mettant l'audace en miroir avec la confiance. La question de la confiance est fondamentale, c'est-à-dire reprendre confiance en soi, dans l'avenir, dans l'esprit collectif de l'entreprise, etc. C'est, à mon avis, le programme politique essentiel. Par exemple, la France est un pays d'épargnants et pas du tout d'investisseurs. On a, je crois, plus de 15% de notre PIB qui est placé en épargne. Donc les Français, individuellement, c'est pas seulement le gouvernement français, les grands groupes dont on parlait du CAC 40 qui n'ont pas assez d'audace, mais les Français sont des épargnants, deux fois plus épargnants qu'investisseurs que les Américains. Donc on a 1400 milliards de dollars qui dorment sur des assurances-vie au lieu d'être investis dans des petites entreprises qui, elles, pourraient créer des emplois. Mais depuis 10 ans, aucun emploi n'a été créé dans les grands groupes. Alors il y a des sous-traitants, etc. Donc je suis un peu faux. Ouais. Le solde, le solde est négatif dans les grands groupes. Le chômage quand même augmente. En revanche, dans les PME, effectivement, il y a eu des emplois créés, pas suffisamment, mais globalement, je pense qu'il faut flécher l'épargne des Français, le corporate venture, c'est-à-dire les grands groupes qui investissent, et également les fonds d'investissement américains, chinois, etc. Tout ça vers ce tissu qui va être dynamique parce qu'on a du talent. Olivier, vous pensez franchement que c'est aux politiques de donner confiance à l'entreprise ? Plus globalement, c'est donner confiance. Enfin, le politique doit y participer. C'est-à-dire que si l'homme politique lui-même n'est pas une figure qui représente la confiance et l'audace, on a un système qui pourrit par la tête. Donc il faut absolument remettre de l'audace, y compris dans la façon de gérer sa carrière politique. C'est ce qu'on appelle le cumul des mandats ou le fait de passer d'un grand corps à une carrière politique sans jamais prendre de risques, parce que si on n'est pas réélu, on réintègre son grand corps, etc. Globalement, le tissu français ne pousse pas vers l'audace. Éric, un mot, Thierry, un mot, et ensuite les questions là-haut. Deux mots très très rapides. Je pense que la confiance en soi, c'est l'école. Et là, on a un sujet majeur en France qui est que l'école ne donne pas confiance en soi. Donc on doit intégrer la dimension de la psychologie positive dans l'école, c'est-à-dire renforcer en permanence le sentiment de confiance en soi des acteurs. Là, on a un sujet absolument très important. Et par rapport aux grandes entreprises, et pour répondre aussi à la langue de boîte et à la question de la crédibilité du discours du dirigeant, ça passe par sa capacité à dire comment lui-même sort de sa zone de confort et se met en risque personnel. Et non pas
fasse semblant en permanence d'être parfait et de n'avoir aucune difficulté. Je pense que là, on va avoir une audace. Ça existe, hein. Les Fab Labs, ça existe. C'est-à-dire que c'est une audace qui se fait par la base et qui est extrêmement créative avec cette interface entre l'interne et l'extérieur de l'entreprise. Donc, et c'est là que la mission des directions de communication change radicalement. Radicalement. Hein, parce qu'elles ont quand même été beaucoup éduquées à sculpter des statuts. Hein. Au sens de terme de statut d'ailleurs. Petit mot pour répondre à Olivier, puis peut-être au monsieur d'Eurostar tout à l'heure. L'audace n'est pas qu'une affaire de chef. En même temps, on essaye de la partager au niveau de l'entreprise. Je voudrais dire que l'aéronautique est sur un solde créditeur de création d'emplois au cours des 5 dernières années. Et pourtant, rien n'est fait pour. Rien n'est fait pour, notamment au niveau du politique. Il faut savoir que l'aéronautique aujourd'hui est une des rares corporations à avoir maintenu ses emplois industriels, notamment en France. Il faut avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, la France est le pays le moins compétitif pour réaliser des opérations aéronautiques. Ça veut dire qu'on doit trouver tous les jours, avec nos salariés, avec l'ensemble de nos collaborateurs, des moyens de faire la différence par rapport à des compétiteurs qui sont sur d'autres continents, avec des capacités de compétitivité qui sont très largement supérieures aux nôtres. Et ça, je voudrais qu'on l'ait à l'esprit. Airbus Group, c'est 140 000 personnes, c'est 93% de l'effectif dans les 4 pays cœurs que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire l'Europe et notamment la France. Alors, il y a une personne là, et ensuite là-haut, monsieur d'abord, parce qu'il a le micro depuis longtemps, et puis ensuite je vous donne la parole. Allez-y, monsieur. Libérer l'humain. Alors, une question pour un panel audacieux. Quelle est l'audace que vous n'avez pas eue pour libérer l'humain dans vos entreprises? Quelle est l'audace où, soit rattrapée par la direction générale, soit par un doute interne troublant, vous n'avez pas encore franchi le pas? Donc, mais qu'ils vont franchir. Peut-être, ne serait-ce qu'en verbalisant. C'est une très bonne question, ça. Elle n'est pas simple, hein, mais... Non, je la double d'une question un peu plus profonde. Il y a 2 logiques d'organisation d'une entreprise, le pouvoir ou le leadership. Il y en a un, c'est top-down, et l'autre, c'est bottom-up. Voilà. Si vous pouvez libérer l'humain aussi en parlant un peu de leadership. Bon, on va déjà traiter la première question. Hein. La deuxième, elle est un peu compliquée, je trouve. Mais la première va aller au fond de la sincérité de nos intervenants. François, l'audace que vous n'avez pas encore eue. Moi, je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire sur ce qui a été dit sur la réduction du reporting et la réduction des process. Et la réduction du reporting, ça a été dit très justement par Eric Albert tout à l'heure, c'est faire monter l'anxiété chez les dirigeants. Et surtout dans une très grosse boîte comme les boîtes du CAC 40 ou comme de grandes entreprises publiques, ça veut dire qu'il y a énormément de dirigeants, ça veut dire qu'il y a énormément d'unités de direction, etc. Et accepter de réduire le reporting à un moment donné, c'est basé sur la confiance, ça veut dire se mettre en risque au niveau des dirigeants, ça veut dire aussi, au passage, accepter faire en sorte que les comportements aussi sur le terrain soient modifiés. Parce que moi j'ai remarqué que souvent les mêmes qui vous demandent des marges de manœuvre sont les mêmes qui ensuite viennent vous réclamer des consignes claires quand ils sont en situation de difficulté. Donc ça c'est quand même, si vous voulez, il faut aussi il ne suffit pas de dire on réduit les process, il faut aussi accompagner le comportement des gens qui sont sur le terrain, qui sont en responsabilité sur le terrain pour assumer des décisions, savoir dire non à leur patron et justifier réellement des résultats obtenus ou des difficultés qu'ils rencontrent. Thierry, l'audace que vous n'avez pas encore eue? Ça ressemble. Alors, on a commencé à l'avoir. Je ne sais pas si je peux l'exprimer comme ça, mais je vais le faire quand même. C'est effectivement sortir des process très lourds. C'est-à-dire qu'on a construit pendant des années des process qui deviennent complètement fantasmagoriques. Et là, on développe en ce moment un nouvel avion hors du process de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a décidé de constituer un plateau qui n'a finalement rien à voir avec celui dans lequel on avait l'habitude de travailler depuis des années pour développer nos nouveaux avions. Et pour l'instant, il semblerait qu'on aille beaucoup plus vite, qu'on ait le meilleur niveau d'engagement, qu'on ait le plus faible taux d'absentéisme. Donc on ne l'avait pas fait, on le teste. Ça va avoir pour conséquence finalement de rechallenger beaucoup la structure de l'entreprise et les niveaux de responsabilité de l'entreprise, si on confirme avec cet exemple que c'est finalement la bonne voie pour l'avenir. Olivier, l'audace que vous n'avez pas encore eue? Moi, en fait, la meilleure audace que je pourrais avoir à partir d'aujourd'hui, c'est de repartir de zéro complètement, c'est-à-dire ce qu'on appelle from scratch, et relancer un projet. Ensuite, à l'intérieur de... Moi, les audaces que j'ai pas suffisamment parfois, et c'est les risques qu'on a dès qu'on grossit un petit peu, c'est de prendre des risques plutôt business par rapport à son propre marché. C'est-à-dire faire des nouveaux lancements, mettre en danger ce qu'on a construit. Je ne sais pas encore, je n'ai pas un exemple précis, mais je vois
En tout cas, je suis inquiet, même de certains très grands groupes, y compris digitaux, qui n'ont pas eu le courage de prendre un tournant suffisamment important, parce qu'à un moment donné, les actionnaires leur ont dit votre business marche un petit peu, ça dégraisse un petit peu, mais enfin globalement, vous avez des vaches à lait, etc. Et puis à un moment donné, ça peut complètement s'effondrer. Donc c'est vrai que je suis assez admiratif des exemples que donne la SNCF, parce qu'ils sont concurrencés aussi par des modèles collaboratifs de type covoiturage, Blablacar, etc. Et ils lancent leur propre Le multimodal. Voilà, et donc du coup, faire des initiatives en mode laboratoire et projet, c'est ce qui nous permet de reprendre des petits risques qui sont relativement limités en termes financiers. Et si ça marche et ça devient très très gros. Et si ça ferme pas, on plie les gaules et puis on passe à autre chose. Eric, il n'y a pas de raison que vous échappiez à cette question, même Non, si vous mais, n'êtes pas à la tête d'un énorme groupe, vous êtes chef d'entreprise. Et surtout, la manière dont vous conseillez l'entreprise, c'est aussi un pilotage de l'audace. Jusqu'où pouvez-vous aller? Jusqu'où pouvez-vous convaincre? Quelle est l'audace que vous n'avez pas encore eue dans le rapport avec vos clients? En tout cas, dans mon rapport avec moi-même, puisque j'ai lancé le sujet, je vais me l'appliquer. Dans mon rapport avec moi-même, ma difficulté, mon audace, ça serait de ne pas agir. Face à un problème quel qu'il soit, ce qui est rassurant, c'est d'être dans l'action. C'est de ne pas prendre le temps de réfléchir, c'est de se précipiter, de ne pas avoir ce temps dans lequel on ne sait pas ce qu'on va faire, qui est un temps d'incertitude, dans lequel on est flottant, et dans lequel et de prendre ce temps aussi par rapport au moyen terme, par rapport au court terme. Donc moi, l'audace en tout cas, sur lequel je sais que j'ai besoin de travailler en permanence, c'est ne pas agir trop tout le temps, immédiatement, en hyper-réaction. Bon, je vois quelques collaborateurs de l'IFAS dans la salle, je les vois sourire. Antoine. Je ne parlerai pas pour moi, mais je pense que dans la société française, je pense qu'il y a un vrai sujet. C'est à un moment, il va falloir supprimer le statut cadre. Le statut de cadre dans l'entreprise, voilà. Je pense que ça, c'est... Il a déjà du plomb dans l'aile, non? C'est un frein absolument considérable dans cette société. En dehors des régimes complémentaires, il ne veut pas dire grand-chose. Hein. Ouais, d'abord, ça ne veut pas dire grand-chose à l'extérieur de la France. Ça donne un statut à des gens. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont cadres, ils sont managers. Enfin, je pense que ça brouille complètement les... C'est aujourd'hui quelque chose d'obsolète. Il faut qu'on le transforme. Il faut qu'on arrête avec ça. Voilà, on va déposer une motion à la CGC. Monsieur. Oui, Renaud de Guel, je viens de Belgique. Mais c'est la même chose en Belgique dans les panels des entrepreneurs. Ma question s'adresse à Monsieur Albert, qui est le plus transversal du panel. À vrai dire, dans le milieu d'entreprise, on parle toujours positivement de l'entreprise, et je suis toujours frappé que les entrepreneurs ont toujours des critiques par rapport à des choses qui ne concernent pas leur entreprise, par rapport à leur environnement, par rapport à l'État, par rapport à la législation, etc. Et donc, tout compte fait, est-ce que pour être audacieux, il ne faut pas cultiver l'optimisme de ses employés? Est-ce que ce n'est pas en étant optimiste, tout compte fait, et en montrant aussi que dans l'environnement, il y a des belles choses, que tout compte fait, on peut provoquer l'audace dans l'entreprise? Ah oui, bravo, merci, merci de ça. On n'a pas du tout parlé d'optimisme. Il est absolument, me semble-t-il, clair qu'on ne prend pas de risque si on ne cultive pas l'optimisme. Et donc, l'un des enjeux qu'on a tous par rapport à ça, c'est comment est-ce que... L'optimisme est quelque chose qui se travaille, hein, c'est pas du tout inné. Donc, comment est-ce qu'on travaille notre propre optimisme, et on le travaille à l'intérieur des sphères qui sont les nôtres. Oui, tout à fait. Mademoiselle, au premier rang. Oui, bonjour, Aude Moméja, étudiante à Paris 1. J'aimerais revenir tout à l'heure sur ce que François Noguet a dit au tout début, lorsque vous avez mis en avant les techniques de la SNCF pour libérer la parole et favoriser l'audace dans votre entreprise. Alors ma question s'adresse à Monsieur Thierry Baril. Comment fait-on dans une entreprise multinationale et aussi grande que la vôtre, d'un point de vue pragmatique? Donc comment fait-on pour faire exister l'individu et l'humain? Comment fait-on pour que dans une entreprise aussi grande, on puisse donner la parole à l'humain et à l'individu pour qu'il puisse exprimer son audace? Il y a plein de façons. Nous ne sommes pas les meilleurs exemples numériques, mais on a quand même beaucoup progressé et on donne effectivement cette capacité au travers de réseaux sociaux à tout un chacun de pouvoir s'exprimer, ce qui peut avoir parfois pour conséquence d'être un peu une foire d'empoigne, surtout quand les gens peuvent s'exprimer sous le couvert de l'anonymat. Donc on privilégie, nous, plutôt toujours le contact humain. Monsieur parlait tout à l'heure du leadership. Personnellement, c'est mon combat depuis plus de 10 ans, même plus de 15 ans. C'est comment est-ce que l'on s'assure que chaque manager, chaque personne qui a une responsabilité humaine permet justement à ses équipes d'avoir envie de libérer leur parole, de pouvoir s'exprimer. Donc ça se situe beaucoup au niveau du groupe humain. C'est-à-dire que si effectivement on attend que 140 000 personnes communiquent tous les jours ensemble, on va attendre longtemps.
et le type de communication qui va ressortir ne sera pas le plus efficace. Donc c'est bien lors de la proximité, par rapport à la proximité, qu'on génère cette envie de communiquer. Et on a un certain nombre d'organisations, notamment ressources humaines, puisque nous sommes les acteurs de la transformation et du changement, pour essayer de remonter l'information et de faire ce bottom-up qui est exprimé depuis tout à l'heure, qui est cette capacité de comprendre ce qui se passe sur le terrain, de savoir la prendre, la synthétiser, l'utiliser. Et on a des Innovation Labs, donc des laboratoires d'innovation. On a de plus en plus d'opportunités d'écoute, d'échange, de rencontres, mais il faut structurer le message pour que ça ne reste pas général et que ça apporte une valeur ajoutée ensuite à la collectivité, à l'entreprise. Madame, là-haut. Alors, Véronique Chabert, 20 ans dans la communication d'entreprise. J'ai l'impression d'entendre les mêmes discours qu'il y a 20 ans. Je suis aujourd'hui une frondeuse dans le sens où j'essaye d'offrir aux gens de l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise, dans des lieux neutres, des temps de réflexion sur leur vie personnelle, sur leur projet de vie et leur mission. Est-ce que vous ne croyez pas que l'audace pourrait être aujourd'hui de beaucoup plus accompagner, je sais que beaucoup d'entreprises le font sur du social et d'autres choses, beaucoup plus d'accompagner les personnes dans leur trajectoire humaine en dehors de l'entreprise, car finalement, dans l'entreprise, c'est beaucoup de récupération. Et sans la récupérer. Est-ce que vous pouvez être un tout petit peu plus précis sur ce que vous faites avec ces personnes? Vous les conseillez dans la façon dont elles gèrent leur vie professionnelle, ou ça n'a rien à voir avec leur vie professionnelle? Mon métier est formatrice et coach, mais Oui. j'entends surtout des gens très en grande difficulté dans les entreprises qui pourraient chercher à l'extérieur des lieux où ils ont envie de se régénérer. Mais des lieux d'activité Extérieur à professionnelle ou n'ayant rien à voir, c'est épanouissant dans d'autres domaines, le domaine associatif, le domaine artistique, etc. Oui. Et concrètement, pas mal d'interventions de conférenciers, philosophes, théologiens, passeurs de temps, chercheurs de sagesse, qui les aident à réfléchir autrement à leur projet de vie. Parce que l'entreprise aujourd'hui, est-ce que ça serait une audace, accompagne beaucoup les gens, récupère l'audace pour sa structure personnelle. François a envie de rebondir là-dessus. Oui, moi juste pour dire, mais c'est vraiment de manière très, très modeste, hein, mais évidemment, tout ce qui est, quand on a quelqu'un qui, par exemple, a un projet de création d'entreprise, qui nous dit, j'aimerais passer un an et demi en congé sans solde, ça, c'est des choses qui sont vraiment encouragées dans l'entreprise. On a développé, on a des responsables qui s'occupent de ça, qui promeuvent finalement ce type, ou alors c'est création d'entreprise, ou ça peut être un projet personnel, un projet complètement différent. Tout à l'heure, je parlais du management de compétences. Le management de compétences, c'est encourager des gens qui sont, par exemple, intéressés pour participer à de l'associatif, pour aller accompagner des associations de quartier, pour aller accompagner donc vraiment des projets qui peuvent être complètement divers. Finalement, on leur donne parfois plusieurs dizaines de jours par an pour les aider à accompagner leur projet. Alors évidemment, c'est encadré, c'est sur 1 an, 2 ans, mais voilà, c'est un peu le genre de choses qu'on fait. Il y avait derrière aussi... On est un petit peu dans cet esprit, mais ça va au-delà, plus en philosophique et en mission de vie. Ce que j'entendais dans votre propos, c'est que vous veniez aussi en compensation d'un certain nombre de choses qui se passent dans l'entreprise et qui sont probablement des éléments de déstabilisation des individus. C'est ce que j'avais cru comprendre dans ce que vous disiez. Je peux dire un tout petit mot, juste Thierry, un petit mot là-dessus pour essayer de vous apporter et puis ensuite, aussi notre on forme va de prendre les réponse. dernières questions ensuite. C'est la spécialité d'Eric, c'est ce que j'ai compris. On a de plus en plus dans la prévention du stress lié en fait aux transformations de l'entreprise des approches qui sont anticipatrices de ces situations. Et donc on essaye d'anticiper de plus en plus la transformation et le choc que ça peut avoir sur un certain nombre d'êtres humains. Et ça a un choc. Donc on commence petit à petit à aller de plus en plus proche du problème intrinsèque de la personne, c'est-à-dire sa capacité intrinsèque à pouvoir faire face à ce changement. Là, il faut que vous sachiez quand même que beaucoup de gens nous arrêtent. Moi, on m'appelle Skippy le grand gourou, vous voyez, parce que ça commence à aller trop loin. On nous dit, attention, l'entreprise a une responsabilité qui s'arrête à un moment donné. Vous ne pouvez pas pénétrer dans le cercle personnel des personnes. Et pourtant, on commence à le faire de plus en plus. L'individu est unique, hein. Il n'est pas d'un côté... Mais il faut que vous le sachiez, on ne peut pas non plus, à l'extérieur, tout générer dans la gestion de la vie personnelle de tout un chacun. On prend 2 questions, 3 maxi, parce que maintenant, il est l'heure de conclure. Madame. J'ai le micro, c'est une chance. Mais oui, mais oui. Bettina Soulez, conseil en communication et auteur. Je voudrais d'abord remercier tout ce qui se passe aujourd'hui et hier. Je repars boosté, je vais repartir boosté. Ça, c'est la magie de la cité. J'étais peut-être en panne d'audace. J'ai l'audace de poser une question. Merci Eric Albert pour votre style
pour vos idées. Je suis fan. Je lirai bientôt Olivier Mathieu. Vous m'avez tous intéressé. J'aime beaucoup l'idée de savoir vendre l'optimisme avec l'audace. Vous en avez parlé. Mais en même temps, vous avez évoqué un sujet qui me paraît grave aussi et important, c'est apprendre à accepter l'échec. Finalement, quand on regarde autour de nous, puis avec l'âge que j'ai et mon métier que j'ai exercé avec enthousiasme, je suis aussi frappée et par des jeunes qui sont en situation d'échec parce qu'effectivement, il y a un problème de management et qu'il y a des violences dans les mots aussi bien que dans le silence, parfois, de certains managers. Donc c'est un peu déroutant pour certains jeunes. Ma génération n'a pas eu tous ces déboires à vivre, donc on a été gâtés. Mais quand je regarde des gens de mon âge aussi, je me rends compte que parfois, il y a des gens qui étaient hyper brillants, très audacieux, qui ont mené plein de trucs, et puis d'un seul coup, ils prennent la baffe du siècle, ils ne sont pas préparés pour ça, et c'est extrêmement douloureux. Donc je crois qu'il faut effectivement apprendre l'échec, essayer de rester optimiste. Je pense que l'audace, c'est quelque chose de très individuel au départ, ça vient de l'éducation. Vous avez, je pense, grandement raison. C'est dans l'image que l'on a de soi et de ce qu'on a reçu et d'avoir été aimé. Donc il y a peut-être déjà ce point de départ dans l'éducation. Et après, comment faire pour avoir une audace collective ? Là, je crois qu'il y a un vrai pas, parce que l'audace, au départ, elle est franchement individuelle, et il faut arriver à garder ça. J'ai bien aimé la réflexion aussi d'Olivier Mathieu. On s'écoute ici quand même, non ? Je me tais, mais je voudrais effectivement qu'on parle de comment rester optimiste et apprendre aux gens d'accepter l'échec et de revivre après. Alors écoutez, moi justement, je n'entends pas ça comme une question. J'avais promis de prendre une ou deux questions, donc on va les prendre, mais ça aurait fait une formidable synthèse de notre débat. Donc on ne va pas répondre à madame, on va prendre deux autres questions, et puis ensuite on conclura. Monsieur, non ? Ici, mademoiselle. Moi, ma question s'adresse à monsieur Mathieu, je suis étudiante à l'ESSEC. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'agilité des startups en opposition aux grands groupes, en soulevant la question de comment les grands groupes pourraient s'inspirer de l'agilité des startups. Il me semble que vous avez évoqué la confiance et justement le fait de communiquer par les réseaux sociaux comme un des facteurs. Et je voulais savoir si pour vous, quels sont les autres facteurs qui permettent de jouer sur l'agilité dans l'entreprise. Pour répondre très brièvement, à mon avis, l'exemple de la start-up, c'est finalement, ce sont des organigrammes qui sont beaucoup plus plats. Donc en fait, quand c'est plus plat, il y a moins d'échelons, si vous voulez, et ça serait intéressant de les compter dans vos entreprises, enfin, vous devez le faire. Essayez de réduire les échelons entre tout en haut et tout en bas, d'une part, et ensuite favoriser, je trouvais très intéressant l'exemple d'avoir des unités plutôt resserrées, alors par exemple 200 personnes, qui permettent de tenir des réunions encore tous ensemble dans une même salle. C'est symbolique, mais ça permet à un moment donné de tous pouvoir se parler, et au-delà d'un certain nombre, plusieurs centaines, on peut plus se parler tous ensemble. Après, il y a évidemment des outils, des réseaux sociaux à l'intérieur des entreprises qui permettent de gérer des projets. Et le mot projet est très important dans la théorie de l'agilité en termes d'organisation. C'est pouvoir lancer des projets indépendamment les uns des autres en créant des binômes, en créant des binômes, par exemple un ingénieur avec un marketing, un commercial avec un financier, etc. et qui puissent lancer des projets ensemble. Et donc, ce qu'on appelle l'agilité, en fait, derrière, il y a une expression anglaise qui est le test and learn, try and fail. Donc ça rejoint votre sujet sur l'échec. C'est-à-dire apprendre l'échec comme une étape importante vers le succès plutôt que comme une barrière, un mur dans lequel on se prend le mur et puis on arrête après. Donc c'est ça, à mon avis, qu'il faut retrouver à l'intérieur de l'entreprise. C'est le learn, fail and try again. Allez, il y a deux questions et ensuite c'est terminé. Monsieur et monsieur. Oui, bonjour. Moi, je suis coach de chercheurs d'emploi. Je m'appelle Pierre Nassif et je coach des chercheurs d'emploi. Et alors, ma réflexion, c'est, vous voulez que les gens, les personnes dans l'entreprise soient motivées, engagées, leaders, qu'elles déplacent les montagnes. Et c'est ainsi que l'entreprise devient... Collez bien votre micro, monsieur, à la bouche, pour qu'on vous entende bien. Et c'est ainsi que l'entreprise devient audacieuse. Alors, en amont, que se passe-t-il ? Au moment où se passent les recrutements, les questions qui sont posées sont celles de la compétence, principalement, voire uniquement. Un petit peu celle du comportement, pour savoir si les gens s'adapteront à l'entreprise, sauront s'adapter à l'entreprise. Et on ne pose pratiquement jamais aux candidats les questions sur ce que constitue leur rêve, leurs espoirs dans la vie, ce vers à quoi ils voudraient s'engager, leurs valeurs,
Partageront-ils les valeurs de l'entreprise? Que sont leurs valeurs? Ce sont des questions qu'on ne leur pose pas. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on doit changer radicalement les critères de recrutement? Thierry et François, hein, vous êtes les deux en position concrète de le faire ou de le promouvoir. Moi, j'ai le sentiment qu'on les pose beaucoup, ces questions. Et juste comme contre-exemple, je suis tous les jours presque critiqué par l'ensemble de notre management ou de nos partenaires sociaux qui considèrent qu'on a mis trop la notion de valeur et, j'allais dire, de façon d'être dans l'entreprise au centre de nos préoccupations, à l'encontre de la compétence technique. Or, je considère que la compétence technique, elle est facile à acquérir. Surtout dans nos métiers qui sont assez normés. On a de très bonnes écoles, on a des personnes qui sont très expérimentées, on n'a pas trop de soucis sur la compétence technique et c'est bien donc la compétence humaine qui fait la différence. Mais sachez que dans le monde de l'entreprise, on essaye de plus en plus de prendre cette notion-là. C'est beaucoup plus compliqué. Mais on est très critiqué par rapport à ça. Très critiqué parce que vous savez, l'humain aime avoir des faits objectifs d'évaluation. Et là, on est sur des éléments qu'on peut objectiver, mais on ne peut pas complètement objectiver un comportement, le partage d'une valeur, l'envie d'aller plus en avant. Vous voyez, ça c'est beaucoup plus difficile en fait à mesurer. Et ça gêne beaucoup d'humains, ça. François, un mot là-dessus? Oui, enfin, nous aussi, tout ce qui est comportemental est vraiment pris en compte au niveau des entretiens de recrutement, mais je confirme que, de manière générale, dans l'organisation, tout ce qui est diplôme a encore beaucoup trop d'importance, tout ce qui est parcours professionnel, justification sur ce qu'on a fait qui va ressembler aux caractéristiques du poste à pourvoir, tout ça a beaucoup trop d'importance. Donc il y a une notion de prise de risque. Cette notion de prise de risque, elle est pas simple. Elle est pas simple parce que même si, encore une fois, dans les process de recrutement, le comportemental est pris en considération, après, c'est vrai que dans la comparaison des CV, il y a une différence qui se fait. Le diplôme est encore trop surpondéré, à mon avis. La dernière question d'un monsieur qui a manifesté son désir de la poser il y a très longtemps, donc je suis content qu'il puisse conclure. Merci beaucoup. C'est bon. C'est bon, ça marche. Très bien. Donc Guillaume Roch, je n'ai aucune connaissance en la matière, c'est une question vraiment profane. On n'a pas beaucoup parlé des actionnaires. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que l'irruption de l'actionnaire dans l'entreprise ne constitue pas une difficulté pour libérer l'audace? Parce que l'entrepreneur, lui, croit en son projet, croit en son équipe, il vit l'entreprise au jour le jour, tandis que l'actionnaire a un regard qui est beaucoup plus extérieur. Il n'est pas au sein même de l'entreprise, dans le process quotidien. En même temps, c'est lui qui porte le risque aussi. Hein. C'est vrai. Je pense que c'est Finissez. J'ai envie justement de vous demander si, dans le domaine des TIC plus particulièrement, enfin dans l'informatique, est-ce que la plus grande liberté d'audace n'est pas due parfois à la médiatisation des entrepreneurs qui leur donne un plus grand poids dans la décision? Voilà. Je pense que c'est assez nécessaire de valoriser la réussite des entrepreneurs pour avoir, à titre d'exemple, des champions. On s'est rendu compte que, par exemple, à Stanford, aux États-Unis, il y a eu plusieurs grands entrepreneurs et que finalement, les générations suivantes sont devenues des entrepreneurs également. C'est vrai à HEC, qui est l'école que moi j'ai faite, c'est qu'à un moment donné, à partir des années 2000, il y a eu une sorte d'exemplarité qui a entraîné un cercle assez vertueux en termes de prise de risque et de création de l'entrepreneur. Mais par rapport aux actionnaires, si j'avais été invité à faire une conclusion, j'aurais pas mieux fait. À mon avis, et un de mes combats à titre de l'association que je préside qui s'appelle France Digital, on discute beaucoup avec l'Élysée, avec Matignon et avec Bercy pour favoriser énormément ce que j'appelle l'actionnariat salarié, c'est-à-dire partager le risque, donc l'audace finalement, le risque des actionnaires avec les salariés pour redistribuer beaucoup plus largement en fait le capital et réconcilier souvent ce débat qu'on a en France qui est entre le travail et le capital et la façon dont il est taxé, qui était le sujet des pigeons dont j'ai parlé au départ, mais distribuer beaucoup plus facilement. Et donc là, le politique peut avoir un rôle parce qu'il choisit dans les lois de finances comment va être le cadre finalement législatif et fiscal qui permettra de favoriser la distribution de beaucoup plus d'actions aux salariés plus largement dans la petite entreprise comme dans la grande entreprise. Bien, le moment est venu de conclure ce débat. Alors, d'abord, je voudrais vous remercier, vous, l'auditoire, qui avez pris une part attentive à cette discussion, et puis, évidemment, grâce à vos questions. Remercier les étudiants qui ont posé des questions très intéressantes, qui avaient bien travaillé aussi à ça. Remercier les hôtesses qui se sont jouées avec maestria de la difficulté d'aller chercher tout le monde aux quatre coins de cet amphithéâtre. Évidemment, vous remercier, messieurs, pour votre intelligence, pour votre à-propos, pour la vivacité de ce que vous nous avez dit. Nous avions engagé le débat sur le thème de l'audace et comme nous le souhaitions tous implicitement,
nous sommes arrivés à, d'une certaine manière, réinventer l'entreprise et peut-être enlever le point d'interrogation au livre d'Éric Albert. Je crois que véritablement, tous les sujets que nous avons abordés consistent à défendre une idée vraiment nouvelle de l'entreprise. Je crois que rien que pour ça, nous avons passé un bon moment tous ensemble. La Cité de la Réussite n'est pas terminée. Vous avez le droit d'aller déjeuner brièvement et il y a un tas d'autres débats qui vous attendent cet après-midi.